Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. C'est ici qu'on commente, qu'on analyse et parfois qu'on critique, même si on aimerait dire que du bien, les shows de la WWE, de la All Elite Wrestling aussi parfois, bref, de tout ce qui touche à l'univers catchesque. Et là, on devrait être dans la plus grosse semaine du catch au monde. C'est le WrestleMania Weekend. Cette année, c'est le cas de le dire, puisque c'est le WrestleMania en 2 soirées. Je suis Raphaël, nous sommes là pour analyser WrestleMania 36-2. Ce n'est pas la température, c'est bien le nom du show. Je suis accompagné, comme hier soir, de l'ami Amiral Armbar, que l'on entend au loin dans les fumées. Ça va l'Amiral ? Salut Raphaël, c'est tout le monde, ça va très bien. On en vient à bout de ce week-end marathon où on regarde le show et puis on le review le lendemain. Heureusement, ce sera pas un axe à faire, on est en confiné en même temps, donc pourquoi pas. Hein. Voilà, non, il y aura pas de troisième soir. Tonton Chris, est-ce que ça va bien ? L'EHPAD, est-ce que vous avez regardé ça dans de bonnes conditions ? Salut Raphaël, salut Triple A, salut Peuple Catch-Up. Bah ouais, écoute, les conditions étaient plutôt bonnes, ma foi, ce qui n'était pas forcément le cas du show, mais en tout cas, les conditions pour moi étaient parfaites. Bon, tant que vous avez gardé les distances de sécurité, les gestes barrières, c'est Tout à l'essentiel. Tout à Voilà. Bon, fait. Les infirmières veillent au grain. Ah, c'est très bien. On les applaudit. Voilà. On les applaudit. Pour des questions de sécurité, nous avons malheureusement perdu Ringside ce soir. On l'a mis en geste barrière. Il toussait un peu hier, donc on préfère éviter la contamination. Du coup, ce sera un triple threat. Nous sommes là tous les trois pour cette deuxième partie de show. Donc, il y avait encore du monde sur l'affiche. Et on a encore eu une fois un petit kick-off qui fait rêver, puisque la soirée a été ouverte par un match de Natalya contre Liv Morgan. Bon, le seul truc du match, Natalya a placé la soumission de la planche de surf là, et puis sur une série de roll-up, c'est Liv Morgan qui a gagné en fait. Je te sentais bavard sur le sujet, Amiral, alors qu'est-ce que tu as pensé ? En fait, donc hier soir, pendant le live de cette deuxième WrestleMania, comme la première, on était sur une serveur vocal The Bar sur Discord, donc avec une partie du staff du crew. Il y avait Kyrias, il y avait Ringside, Tonton était passé nous faire un coucou juste après le pré-show, puis aussi d'autres gens du Discord. C'était très cool de pouvoir encore regarder le show ensemble. Et en regardant ce match d'opener, enfin d'opener de pré-show, j'ai fait un petit sondage à la volée, genre, attendez, qui c'est quel est le finisher de Liv Morgan. Et il y a personne qui a pu répondre à cette question. Et franchement, quand tu ignores et que t'as 6-7 personnes qui sont des sueurs de catch, il n'y en a pas un qui est foutu de savoir le finisher d'un catcheur ou d'une catcheuse, c'est quand même mauvais signe. Maintenant, on le saura, c'est le double roll-up, le finisher de Liv Morgan. Bref, non, ce match était complètement, n'avait aucune raison d'être là. Liv Morgan, son repackaging n'a ni queue ni tête, et ce match aussi, enfin j'ai vraiment pas compris ce qu'ils essaient de nous raconter dans le ring avec leur rire, hein. Il y avait Natalya qui rigolait, qui a voulu serrer la main de Liv Morgan 3 ou 4 fois, enfin c'était juste aucun sens quoi, enfin vraiment c'était bidon, hein. Peut-être moi je crois bidon. Tonton Chris, même avis ? Ouais, bah là, pour le coup, je rejoins complètement l'amiral. De toute façon, ça n'avait aucun sens. Voilà, donc c'était expédié et tant mieux. Et je pense que de toute façon, déjà les pré-shows en général, quel que soit le pay-per-view, on les oublie aussi vite vu. Mais alors là, je pense que là, si on en reparle dans 24 heures, on aura déjà oublié qu'il y avait eu un pré-show lors de ces 2 nuits. Juste un truc quand même, fun fact, ce match était 3 fois plus long que le Braun Strowman contre Goldberg. Énorme, incroyable. En termes de timing, 6 minutes 25 contre 2 minutes 10. 6 minutes 25, elles ont eu quoi quand même. Ouais, grave. C'est passé vite, hein. J'ai eu l'impression que ça a duré 40 secondes, quoi. Mais bon. C'est quand même 2 minutes de plus que le pré-show de la veille. Cesaro contre Drew Gulak, n'a fait que 4 minutes 25, alors qu'on a eu 2 minutes de rap pour Liv Morgan et Natalya. Ça valait le coup, franchement, merci. Et c'est donc 4 minutes quand même de plus que Goldberg-Strowman. Ouais. Incroyable. J'espère qu'elles sont payées en circonstances. Bon, Amiral, j'espère que tu as plein d'infos comme ça à nous donner aujourd'hui, hein, parce que là, Ah oui. Grave. Déjà, on est blindé d'infos. Déjà, on est très surpris, hein. Bon, on va pas s'apesantir plus longtemps. Nous, on va pas faire 6 minutes 25 sur le sujet. Ouais. Parce que nous, on aime bien les filles, mais ça dépend lesquelles. On va monter un peu d'un niveau. On va passer au main show.
Et on a un opener féminin comme la veille. Et c'était le match féminin, je pense, sans trop m'avancer, le plus attendu par le WWE Universe. C'était le match pour le titre NXT, pour la première fois défendu à WrestleMania, même si évidemment on va mettre des gros guillemets parce que bon, on est tous d'accord pour dire que c'est un WrestleMania un peu particulier. Donc Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Une belle affiche sur le papier. Qui commence d'une manière très intense par les attaques de Rhea Ripley, qui porte... alors moi je sais pas si c'est son finisher, mais elle a fait un Riptide, c'est ça Ouais, c'est son finisher, ouais, c'est c'est son ça. finisher. Ok, donc finisher dont Charlotte se relève. Bon, c'était tôt dans le match. Rhea Ripley domine beaucoup, mais le tournant du match arrive ensuite quand elle essaye de faire un big boot à Charlotte, qui est sur le bord du ring, et Charlotte lui tord la jambe sur la 3e corde. Donc après on ira sur une très longue séquence de travail de cette jambe, dont Rhea Ripley ne se remettra jamais vraiment. Bon, elle a des moments forts, elle réussit à porter un standing cloverleaf sur Charlotte. Il y a une série de roll-up aussi, mais on finit pas là-dessus parce qu'on n'est plus chez Liv Morgan quand même. Il y a un moonsault de Charlotte que Rhea Ripley évite. Elle encaisse un spear qui finit en near fall, mais Charlotte place son figure 8 et Rhea Ripley tap out, a priori, abandonne. Moi je croyais qu'elle se défendait en fait, qu'elle essayait de se défaire de la prise, mais a priori c'était un abandon. Donc finalement, nous étions pas d'accord sur les pronos, tonton Chris. Tu as eu raison, la ceinture NXT part sur Charlotte Flair sûrement pour donner encore plus de dorure sur la division jaune. Est-ce que tu as été... Alors je sais bien que tu es dans une triste situation pour tout ce WrestleMania. Est-ce que au moins les 2 protagonistes t'ont paru tenir la dragée, Chris ? Bah écoute, donc je n'ai pas fait une prédiction, j'ai donc bien fait un spoiler pendant la review de SmackDown. Malheureusement, ce que je subodorais est arrivé. Voilà, je pense que la WWE a donné le titre NXT à Charlotte pour des raisons de ratings de la baston du mercredi, amiral. Ah, tout à fait, la baston. Et bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà, l'or a été mis une fois de plus dans les mains de Charlotte. Comme toi, Raphaël, j'ai trouvé le finish assez étrange. Moi aussi, j'ai pensé qu'elle mettait des claques en fait pour essayer de se libérer de la prise et pas qu'elle tapait véritablement. Ça m'a un petit peu déstabilisé. Après, je considère que c'est le meilleur match féminin qu'on a eu des 2 soirées. Attends, on les a pas tous décrits, ne spoil pas. Oui, excusez-moi. Tu peux spoiler si tu veux ça. Oui. Voilà, je donne mon avis sur général de tous les matchs féminins qu'on a eu sur les 2 soirs. Et je suis d'accord, avec toi, Chris. Ouais, et après, si vous voulez, le truc, c'est que j'ai découvert aussi que quand on avait un genou brisé par un adversaire, et pour se le remettre en place, rien de tel que tout au long du match se mettre des grandes claques dans la rotule ou dans le ménisque pour essayer de se soigner son genou. J'ai trouvé ça assez original de la part de Rhea. Voilà. Il y a eu pas mal de belles phases techniques. J'ai trouvé que techniquement, c'était assez propre. Ça m'a un tout petit peu réconcilié parce que j'étais presque prêt à appuyer sur la touche fast forward quand ça a commencé. Et finalement, je ne l'ai pas fait une seule seconde. Je suis resté vraiment au bout du combat. Voilà, une énorme déception parce que mon bon Raph, j'avais quand même dit que mon cœur allait à Rhea, que je voulais que Rhea garde le titre. Mais j'étais malheureusement quasi sûr de moi sur cette histoire de ratings. Et voilà, et ils ont choisi Charlotte, quoi, la Queen, elle vampirise la division féminine jusqu'à NXT. Alors, est-ce qu'on peut pas imaginer que ça switch, pardon, et que du coup on retrouverait Ripley bientôt dans le main roster? Qu'est-ce que t'en penses, Amiral? Qu'est-ce que t'as pensé de ce combat? Alors je pense pas que Rhea Ripley va aller dans le main roster. Je vois pas qu'est-ce qui justifierait ce switch, ce changement. Par contre, oui, ok, le move de mettre Charlotte championne NXT pour essayer de revamper et donner un peu des billes et des cartes et des atouts à jouer pour NXT afin de rattraper le retard qui se mange chaque semaine contre All Elite Wrestling. Moi, je pense pas que ça va marcher cette histoire. Je vois pas qu'est-ce qui va faire que d'un coup il y ait Charlotte avec la ceinture. Alors Charlotte énerve un peu quand même beaucoup de gens en ce moment de par son booking. Comme je disais hier dans le live, je trouve que le booking de Charlotte depuis 6 mois, c'est le même booking que Roman Reigns il y a 3 ans, qui est un booking qui est insupporté de tout le monde. Donc
Charlotte, elle a déjà fait 2-3 incursions à NXT ces dernières semaines. Ça n'a donné aucun boost de ratings. Je vois pas pourquoi le fait de mettre la ceinture va booster les ratings et donner des billes à NXT face à Dynamite. Je crois que c'est un coup d'épée dans l'eau. Je pense ils savent plus quoi faire avec Charlotte dans le main roster. Ils disent bon, on va essayer encore un pansement pour essayer de grignoter l'audimat. Je pense que ça marchera pas malheureusement. Sinon, le match en lui-même, voilà, 20 minutes 30 d'affrontement. À titre de comparaison, la veille Becky Lynch contre Shayna Baszler, c'était que 8 minutes 30, donc il y a eu 12 minutes de plus, plus du double de temps donné à Charlotte contre Rhea pour le titre NXT, alors que l'autre était pour le titre d'Euro. C'est pas anodin. Le match était super rapide, le rythme était soutenu. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont eu 24 heures de plus pour finuler le montage de ce match et de la deuxième nuit par rapport à la première nuit, ou est-ce qu'ils ont pris en compte des feedbacks qu'ils ont eu suite à la diffusion de la première nuit, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de montage rapide et nerveux, beaucoup plus de changements de caméra, beaucoup plus de plans, donc ça donnait une impression beaucoup plus dynamique, ce qui allait très bien avec l'affrontement très physique des deux compétitrices, d'ailleurs parfois un peu trop rapide, il y a un moment donné où Charlotte a étalé Ripley, Charlotte se relève et d'un coup Ripley lui met un coup de pied dans la bouche comme si elle s'était relevée de la prise précédente en une fraction de seconde, donc parfois c'était même un peu trop rapide dans l'enchaînement. Ah mais ouais, il y avait beaucoup plus de cuts dans ce match-là. Ouais, carrément. C'était une évidence. Ouais, le montage était vraiment plus sanguin, donc c'était cool. Je trouve que c'était un super opener pour mettre de l'hype. Malheureusement, comme je le dirais, je pense que ça a été, à mon sens, en termes de match de catch pur, peut-être le meilleur match de la soirée, donc c'est un peu compliqué d'avoir le match le plus tendu, le plus nerveux, le plus speed, le plus impactant, le plus stiff, quasiment sur le départ. Même s'il y a eu des bons trucs par la suite, mais je pense que le reste des matchs était vraiment en dessous de celui-ci, donc ça a été très très long par la suite, quoi. Oui, on a commencé fort, c'est sûr. C'est ça. Et dernière chose, j'aime pas du tout le look qu'avait Rhea Ripley ce soir-là. Elle avait les mêmes fringues que d'habitude, mais dans des couleurs blanches, bleues et dorées. Alors, est-ce que c'était un jab, entre guillemets, à la tenue traditionnelle de Charlotte, le couleur bleu roi et blanc de Ric Flair et la dorure. Mais ça changeait tellement de ces fringues habituellement juste simplement noires. Ouais, je sais pas, ça a donné un look bizarre, quoi. J'avais pas l'impression de voir Rhea Ripley, d'avoir le packaging habituel de Rhea Ripley. Bah, c'est peut-être ça qui l'a fait perdre, la pauvre petite. Bah, moi aussi, ouais, j'ai bien aimé. Oui, tu voulais rajouter ? Ouais, juste big up à l'arbitre dans le match. On s'est bien fendu la poire. Franchement, si vous voyez des matchs, regardez la gueule que fait l'arbitre. Il a l'air d'être dégoûté et effrayé en permanence de la violence qui se passe dans le ring. Il a vraiment l'air d'être choqué par voir ces femmes se battre et se taper dessus. C'est très drôle à voir. C'est un habitué, lui. Oui. C'est un arbitre très expressif et qui est assez habitué. Charlotte, leave the ropes! Leave the ropes! C'est vraiment. Cet arbitre me fait souvent assez sourire en général. Come on, Charlotte, why are you doing this? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous battez, voyons? Vous pourriez pas être amis? Vraiment, c'est ça, quoi. C'est super drôle. Oui. Et il a dû vouloir être catcheur ou un truc. En tout cas, il aime le théâtre, ça c'est sûr. Il est rigolo. Bon, oui, donc une belle rencontre. Je suis d'accord avec vous. Finish. Bon, moi, je suis finalement pas si déçu parce que Rhea Ripley est très jeune et débute, elle aura d'autres victoires. Et cette situation qui va arriver avec Charlotte à NXT va être intrigante parce qu'il faut quand même lui trouver des rivalités à sa taille. Elle finira bien par le perdre un jour contre quelqu'un, donc il y a des ça pose question après pour l'histoire des ratings. Là, aucune idée de savoir si ça peut marcher ou pas à ce niveau-là. Après, ouais, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui grincent des dents que Rhea Ripley ait perdu la ceinture aussi vite, parce qu'elle a gagné il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que ça change. NXT, on est habitué à des longs règnes, des très longs, voire peut-être un peu trop longs. Shayna Baszler qui avait squatté la ceinture pendant très longtemps. Avant ça, il y avait Kairi Sane qui l'avait squatté aussi. Avant ça, il y avait Asuka qui l'avait gardé une éternité. Donc c'est vrai que c'est un changement brutal de rythme. La ceinture va plutôt circuler assez vite parce que je vois pas Charlotte rester plus de 2 ou 3 mois à NXT. Enfin, 2-3 mois en période normale. Je sais pas si on va avoir des shows bientôt, mais je la vois pas la garder trop longtemps. Et a priori, après ce qu'on peut lire sur les dirt sheets, parce que moi j'aime bien ça, les draps sales. Charlotte est prévue pour du coup toujours être à Raw, mais aussi bien sûr à NXT, donc faire 2 shows par semaine. Ah oui, gros programme pour elle en tout cas. Allez, on enchaîne sur la suite. Alors jusqu'à présent, on avait
quand même un peu pas trop eu ce WrestleMania ambiance avec les catcheurs qui peaufinent un petit peu leurs entrées. On en a une un petit peu customisée là, c'est Aleister Black qui arrive avec un beau costume avec des têtes de mort et des machins, tout ça. Il affronte Bobby Lashley qui lui a pas un beau costume mais il a Lana. Voilà, il faut savoir choisir son camp. Donc voilà, un match qui sort de nulle part où on avait eu donc aucun build-up, aucune interaction. Je pense que c'est la première fois qu'ils se voyaient tous les deux. Ils auraient pu limite se dire bonjour, comment allez-vous, heureux de vous rencontrer. Bref, le match commence avec Aleister Black qui va pas réussir à passer son moonsault à l'extérieur du ring et qui prend un belly-to-belly suplex dehors. Ensuite, Bobby Lashley travaille Aleister Black dans les coins. Il lui fait voir un petit peu tous les coins là entre les cordes. Il lui place quand même un power slam, une souplesse et tente un spear qui est contré par le genou d'Aleister Black. Aleister Black passe son moonsault à ce coup-ci à l'extérieur, il le réussit. Mais Bobby Lashley reprend le dessus. Il s'apprête à... Je sais plus trop ce qu'il s'apprêtait à faire. Peut-être encore une souplesse ou un truc du genre. Mais Lana lui dit non, vas-y, place un spear. Donc le bon Bobby Lashley, hein, c'est un mari obéissant, il recule, il lâche Aleister Black, il s'élance pour son spear et il encaisse un énorme Black Mass qui lui fracasse le crâne. 1, 2, 3, Aleister Black remporte cette rencontre et voilà, vite fait, bien fait, l'amiral, qu'en as-tu pensé ? Bon, tout ceci n'a qu'une utilité réelle, c'est de continuer à builder le chemin vers la top card d'Aleister Black. Hein. Maintenant, ça y est, il a une victoire clean contre Lashley, même si ce dernier était un peu distrait par les invectives et la stratégie complètement nulle de sa femme. Ça protège un petit peu du coup le Lashley qui perd parce que du coup par distraction finalement de sa propre par amour, c'est ça, il a perdu par amour. Mais dans tous les cas, voilà, Aleister Black continue à se placer comme quelqu'un de fort dans la carte avec qui il faut compter. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt d'autre à ce match-là. Voilà, moi je suis content de le voir gagner contre un Lashley plutôt contre des jobbers locaux semaine après semaine. Donc faut voir ce qu'ils vont faire derrière et comment ils vont gérer la trajectoire. Moi je dis clairement, Lashley m'intéresse pas trop. Là je n'ai rien à faire. Donc moi dans cette histoire, si tout ceci amène de beaux jours pour le ténébreux tatoué de Hollande, moi ça me va. En tout cas, il est booké très fort jusqu'à présent. Tonton Chris, bon, toi, tu attendais pas grand-chose de ce match, je crois. Non. Puis Lana en coach, hein, c'est vraiment de la merde. Hein. Il faut bien dire ce qu'il est. Hein, Lashley, là, vraiment, ouais. il aurait mieux fait de se passer de la vie de sa femme durant le combat, quoi. Hein, parce que, oui, ouais. Mais s'il avait fait ça après, toi, tu rentres pas à la maison avec elle. Hein. Ah oui, on est bien d'accord. Mm-hmm. Mais voilà, ouais, effectivement, un combat à peu près sans aucun intérêt. Finalement, Amiral, il a raison sur le principe que finalement l'essentiel, il est dans la victoire de Aleister Black pour le placer un peu plus haut dans la carte dorénavant. J'espère que pour lui, ça signifiera un avenir un peu plus radieux parce que moi, je suis quand même très dubitatif sur son utilisation depuis son arrivée dans le main roster. Ouais, ça fait un an qu'il est là, hein, quand même. Ouais, il végète. Ça fait un an qu'il est là et ça fait un an qu'il végète, quoi. Donc là, on lui a enfin donné un adversaire quand même crédible. Pas un jobber à la sauce qui nous serve depuis un an avec lui. Hein. Oui, sauf Murphy. Sa petite rivalité avec Murphy était cool parce que Murphy c'est pas un nobody, mais c'était le seul effectivement adversaire vraiment de valable, on va dire. Hein. Il y a eu Cesaro aussi au début quand il disait que quelqu'un venait frapper à sa porte là, que c'était Cesaro. Son premier gros match, c'était ça. C'est vrai. Mais il n'y avait pas. Oui, c'est pas. Là, c'était quand même WrestleMania. Et puis, on l'avait déjà souligné, mais de toute manière, le pauvre Aleister Black, en plus, on lui a collé un match à WrestleMania avec un mec qui n'aura même pas fait, nous aura même pas fait l'honneur d'un caméo pour vendre la rivalité. Donc ça, c'était quand même ultra léger, pour pas dire merdique. Et non, franchement, voilà, pour moi, absolument aucun intérêt dans ce match, quoi. Ouais, on est tous d'accord pour dire que John Cena est une grosse bouse. Non, je dis ça parce que Giscal, qui essaye discrètement de venir nous écouter, le micro coupé. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, il fait ça tout le temps, Giscal. Ah ouais, Giscal, ouais. Il fait ça même dans les You Talk Too Much. Donc voilà. Bonjour, c'est scandaleux. Ah, il parle. Cet homme a retrouvé la parole. Ah, c'était juste pour dire ça. Bon, cher Giscal. Je ne vous embête pas plus longtemps. Non, nous n'étions pas à John Cena encore. Nous étions à Bobby Lashley, que tu aimes beaucoup aussi. Oui, il est très musclé. Ouais, merci Giscal pour cette intervention. Merci beaucoup.
Voilà. Non, Giscal aime les muscles, nous le savons. Bon, oui, je sais pas, ils prennent leur temps avec Aleister Black, mais ils prennent bien leur temps, c'est sûr. Mais je pense qu'il est quand même booké vraiment comme un maître du combat. Hein. On verra ce qu'ils en font sur le plus long terme. Voilà. Bah, il y a Eman qui est gros fan a priori d'Aleister Black, donc on espère qu'Eman comprend le personnage de Black et comment l'utiliser, plus que les bookers les 6 premiers mois de son arrivée à WWE. Donc on va voir comment ça se passe, mais je pense qu'Eman, ouais, qui a quand même l'habitude avec son passé de booker, la ECW, de gérer des mecs comme ça, arrive à en faire un truc intéressant. Oh ben, on va espérer. On va croiser les doigts. Le futur est devant lui, comme on dit. Alors, nous parlions d'amour avec Lana, tout ça, on va rester sur la plus grosse love story de ces derniers mois. On va régler enfin cette histoire. Je sais que Chris, tu l'attendais déçu, et Amiral aussi, hein, on est tous passionnés par tout ça. Donc, le match entre Otis et Dolph Ziggler, mais je vous rappelle que la donne a changé dans les toutes dernières heures avant ce match. Un Dolph Ziggler qui se baladait au bras de Mandy Rose. Et bien, on a appris grâce à l'aide d'un Anonymous, visiblement qui s'ennuyait, qui devait en avoir marre de délivrer les secrets de la CIA ou des services secrets russes. Là, il s'est intéressé à du plus croustillant. Ouais, moi je suis dubitatif par rapport à cette arrivée à WWE d'Edward Snowden. Je suis pas pour perso, mais il a été signé quand même. Il a fait gros contrat, grosse apparition. On remarque qu'il faut pas oublier non plus que Mr. Robot est une série qui passe sur le USA Network, donc oui. chaîne sur laquelle passe Raw également. Ouais, après, j'ai des doutes sur la shape de Edward Snowden depuis le temps qu'il est enfermé dans une chambre d'hôtel, quand même, ou alors vraiment, il a une barre pour faire des tractions, mais je sais pas. C'est ça, il a que ça à faire de faire des exercices, c'est pour ça. Ouais, remarque, ouais. 8 heures par jour du bodybuilding, ça marche bien. Hein. Mm-hmm. Donc, pour en reprendre avec le sérieux. Donc, Mandy Rose, on a appris qu'en fait, elle aimait bien Otis, mais que c'est Sonya Deville qui tirait les ficelles et qui empêchait leur relation. Donc, Ziggler, il arrive avec Sonya Deville. Hein, maintenant, il s'affiche. Alors, je sais pas trop s'ils sont pas vraiment, enfin, ils sont pas en couple, ils sont juste associés, on va dire, dans le mal. Et Otis arrive tout seul puisque son copain Tucker a pris un peu trop d'escalier dans la tronche au dernier SmackDown. Donc tout d'abord, Dolph Ziggler est rapide, il évite un petit peu tout, il met un gros super kick à Otis qui part dehors, qui va se prendre ensuite le poteau, mais finalement il va un peu subir la force brute de Otis, qui va l'envoyer là aussi dans les 4 coins du ring, qui l'envoie prendre le poteau. Otis domine, il s'apprête à faire le Caterpillar que l'on adore, et au moment où il s'élance, Sonya Deville monte sur le bord du ring pour distraire l'arbitre, ce qui permet à Dolph Ziggler de placer un low blow. Le vilain homme et tape dans les parties du pauvre Otis. Mais Mandy Rose arrive, sa musique retentit, son Mandy qui nous a fait tous nous lever de nos sièges. Mandy Rose arrive, non, pas toi. Non. T'étais déjà debout, c'est pour ça, depuis le début de la rencontre. Ça doit être ça, ouais. On va dire que c'est ça. Donc Mandy Rose arrive, elle est pas contente, elle attaque Sonya Deville, elle la tabasse, ça a distrait Dolph Ziggler et l'arbitre, du coup Dolph se prend un low blow, un partout égalité, Otis n'a plus qu'à placer son Caterpillar et sa descente du coude pour l'emporter. Otis a battu Dolph Ziggler, oh yeah, comme tu dis l'amiral, et il fait ça avec Mandy Rose dans ses bras en lui faisant un joli petit bisou. Donc, l'amour l'emporte. Chris, toi qui es un grand connaisseur de l'amour, est-ce que ton cœur était tout rose? Oh là 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 là. Bah écoute, le calvaire annoncé était bien là, enfin me concernant en tout cas. Voilà, encore une fois, comme souvent durant ces 2 nuits, j'avais souvent le doigt qui tremblotait au-dessus du fast-forward. Ça, c'est la Parkinson, ça. Ouais, c'est certainement lié à ça. Je savais pas quoi faire en fait. Je me disais, est-ce que tu t'imposes cette bouse? Est-ce que tu continues? Et puis je me suis dit, bon allez, on est confiné. Au point où on en est, de toute façon, c'est pas parce que je donnerais 4 minutes supplémentaires de ma vie à Otis versus Ziggler que j'y survivrais pas. Donc j'ai regardé quand même, quoi. Et c'était très très mauvais. Voilà, j'ai trouvé ça très 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 mauvais. Oui, je suis tellement triste pour Ziggler, quoi. Bon, je m'en suis déjà tellement exprimé que je vais pas saouler le peuple de catch-up avec ça.
Mais voilà, c'était voilà, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. C'était là, alors là, vous voyez, les amis, voilà, pour moi, un exemple typique. Ça peut arriver parfois à WrestleMania, même si pour moi, là, c'était pas un WrestleMania, mais voilà exactement un match qui, pour moi, était un match de Weekly. Voilà, ce n'était pas un match de pay-per-view. Au mieux, un match de pré-show. Mais ce n'était pas un match de pay-per-view pour moi. Voilà. Oh bah de toute façon sur par là, sur les 4 matchs dont on a parlé pour l'instant sur la seconde carte, il y a que celui entre Charlotte et Rhea Ripley qui est un match de pay-per-view. Hein. Le Liv Morgan, Natalia, Aleister Black, Bobby Lashley et Otis Dolph Ziggler, tu les mets en weekly, ça passe très bien. Hein. Exactement. Tout comme une bonne partie des matchs qui viendra après, celui qu'on dit, c'est que des matchs de weekly, ça c'est sûr. Hein, il n'y avait rien qui transpire, quasiment rien, on va dire, qui transpirait pay-per-view dans tout ce qu'on voit. Otis of Ziggler, clairement, c'est un match pour générer un feel-good moment. C'est un match pour les kids ou pour ceux qui aiment avoir la banane parce que un gentil, un peu loser qui se fait flouer arrive à battre l'adversité et à gagner. Moi, c'est pas le genre de mécanique, de storytelling dans lequel que j'aime particulièrement. Je suis pas trop sensible, je suis pas trop client de ça. Mais voilà, il y a une partie du public qui veut effectivement avoir des feel-good moments et c'était un feel-good moment. D'ailleurs, on l'a vu, il y avait plusieurs personnes dans le live hier quand on regardait ça tous ensemble sur notre Discord qui étaient vraiment pour que Otis arrive à gagner et attendait ce match avec une sorte d'impatience afin d'avoir un feel-good moment dans ce marasme qui était le Corona Mania. Donc voilà, pas trop client de ce truc-là. Moi, je trouvais juste un peu bizarre que l'espèce de hacker, machin, lanceur d'alerte ne soit pas intervenu d'une manière ou d'une autre. C'était un peu bizarre de le mettre dans cette storyline pour du coup ne pas remettre un petit rappel dans le match. C'est le seul truc en termes de continuité, de cohérence que je trouvais un peu dommage. Après, si tout ceci nous amène à une fin de cette rivalité et qu'on en finisse ou que ça on passe à la suite qui sera un mix tag team entre Otis et Mandy Rose contre Sonya Deville et Dolph Ziggler, bon ben ok, poursuivez si vous voulez, c'est pas grave, ça n'a pris que 8 minutes dans le show, c'est pas important. En tout cas, moi, j'ai pas été client, quoi. Oui, bon, je pense qu'on est tous à peu près unanimes. Bon, bah oui. Hein. On est à peu près unanimes, nous trois à catch-up, hein, parce que c'est pas le cas ailleurs. Hein. Ah non, comme je disais, hein, sur là, il y a plein de gens qui étaient, plein de gens, il y avait plusieurs à contents de voir ce moment-là. Hein. Ah, mais dans d'autres émissions ailleurs, on considère même quasiment que la rivalité Ziggler-Otis, c'est la meilleure rivalité à SmackDown, quoi. Hein. C'est peut-être pas faux, hein, parce que SmackDown. Après, le niveau, oui, c'est presque triste. C'est presque triste que ça soit la vérité, mais non, ouais, bon, oui, de toute façon, honnêtement, niveau catchesque, qu'on s'attendait pas à grand-chose. C'est vrai que Otis, à l'époque où il y avait du public, en tout cas, avait une vraie popularité. Ah oui, ça marche. Ça, je remets pas en cause le fait qu'il est over Otis. Hein. Ouais. Donc après, est-ce que voilà, il fallait utiliser ça dans une histoire d'amour? Bon, voilà, c'est le choix qu'ils ont fait. Ouais, mais encore une fois, je pense que dans un contexte plus normal, plus classique, un WrestleMania à 100 000 personnes, il y aurait eu grosse pop à la victoire d'Otis et le baiser avec Mandy Rose, voilà, ça aurait marché, ça aurait fait ce feel good moment et WrestleMania, on sait que Vince aime ça, que plein de gens aiment ça dans le catch et c'était fait pour. Hein. Ouais, mais on n'était pas à WrestleMania. Ouais, c'est sûr. On était à Corona Mania. Voilà. Allez, on va partir dans toute autre chose. C'est une storyline où on a quand même parlé d'amour et puis on n'a pas cru à l'amour. Enfin bref, Edge et Randy Orton, les vieux copains de toujours, s'affrontent après 9 ans de retraite de Edge, après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Orton qui s'attaque à la femme de Edge, à Beth Phoenix. Bref, on va régler ça. Last Man Standing match, c'est Edge qui a décidé la stipulation. Il arrive en premier. Randy Orton arrive, en tout cas sa musique d'entrée retentit, et par derrière, un caméraman surgit sur Edge et lui place un RKO. Ce caméraman, c'était Randy Orton. L'avez-vous remarqué? Randy Orton qui faisait du bon boulot en caméraman depuis le début du show, hein, parce que j'imagine qu'il était là depuis le début du show, discrètement. Voilà. Il avait suivi une formation en ligne, il avait suivi un MOOC cadreur. Ouais, non, c'est bien débrouillé. C'est un bon plan, bravo Randy Orton. Voilà, et donc il nous a fait des beaux plans, et là il fait un beau RKO out of nowhere, complètement. Alors voilà, il a profité de la situation de la salle vide pour se faufiler. Bon, on attend quand même que l'arbitre remette tout ça en place, que Edge se relève, la cloche sonne, deuxième RKO immédiatement. Donc ça annonce mal pour Edge qui va sortir du ring à 9, puisque bon, voilà, c'est un
C'est un last man standing match, donc régulièrement on est coupé par les décomptes de l'arbitre. Ça commence à partir et là, voilà, c'est un match qui va nous faire visiter tout le Performance Center de la WWE en Floride. Si vous n'aviez pas vu ça sur le network ou autre, vous allez pouvoir tout découvrir. On va voir les salles de sport où Randy Orton, qui avait pris un gros poids d'une haltère, se fait renverser par Edge. Donc la situation s'inverse un petit peu. Après, on part derrière dans les éclairages, avec une ambiance un peu tamisée, un petit peu rouge. On retourne au bord du ring, mais on va pas sur le ring, on part dans les couloirs. On se bat sur les posters, on voit notamment les Iconics sur des posters. On voit un poster avec Rusev, bref, ça Donc il y avait Rusev à Mania cette année, voilà. voilà, ils étaient là sur des posters. On est arrivé dans la table de réunion où on découvre l'immense table en métal très très longue où on imagine Vince McMahon et tout le monde prendre des décisions, discuter, etc. Sur cette table, au niveau de cette table, Edge va mettre un low blow à Orton et va s'accrocher à un grillage qui était au plafond. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait un grillage au plafond à cet endroit-là. Mais bref, il fait une descente du coude sur la table en métal. Ça fait un compte de, j'ai pas noté, mais j'imagine 9, un truc comme ça. Bref, on repart dans les coulisses. À un moment donné, c'est le caméraman qui est KO, donc le vrai, pas Randy Orton. Il y a un caméraman qui tombe, on voit la caméra chuter, on voit qui filme sa chaussure, le pauvre. Bon, c'était un moment un peu étrange. On part dans les garages. Bon, c'est un très long match, tu nous diras, Amiral, à la fin, le timing, je l'ai pas exactement. Yep. Mais donc, dans le garage, on joue avec les échelles, avec les piles des escaliers. Il y a un petit low blow de temps en temps de part et d'autre. Et finalement, alors voilà, le déroulé. On est sur une table, Edge monte sur une étagère, fait une descente du coude qui fait casser la table, ça fait un gros spot, mais ça sera pas le spot final. Il y a encore du lourd qui nous attend. On part sur le pick-up, sur le 4-4, Orton place son DDT, son vintage move là sur Edge, mais on se relève encore. Et puis finalement, on monte sur le camion, cette espèce d'énorme truck de loge technique qui sert à la production de l'émission, bref. Sur ce camion, on a un Spear qui est placé par Edge, un RKO qui lui répond. Orton pense avoir pris le dessus, il descend, il cherche des chaises. Il s'apprête à placer son concerto. Il va utiliser un peu l'historique entre les deux. Randy Orton a les deux chaises et il en met une sous Edge. Il s'apprête à placer le coup fatal. Et puis Edge se relève, il place sa soumission un peu bizarre qu'il a placée à MVP il y a quelques semaines, une sorte d'étranglement. Randy Orton perd connaissance. Randy Orton est perdu, mais Edge pleure. Edge éclate en sanglots par tout ce gâchis, cette amitié depuis 20 ans là, qui vient de partir en miettes. Mais il place quand même le concerto. L'arbitre compte jusqu'à 10. Le Rated R Superstar a vengé sa femme, son honneur et ses 10 ans de blessure. Il a gagné au prix de, Amiral, 40 minutes 36 minutes 35 de match. Wow. Pour information, ce match a duré 30 secondes de plus que les 3 matchs précédents combinés. C'est-à-dire que le Charlotte Flair et Harry Play, Aleister Black, Bobby Lashley, Otis, Dolph Ziggler ont duré 30 secondes de moins que le seul match Edge contre Orton. Et alors, ton opinion, Amiral, plus c'est long, plus c'est bon ou... Non, là c'est problématique. Effectivement, le timing était off. Déjà, première chose, quand sur le live sur Discord, moi je disais je priais pour que ça se passe un peu comme ça, que ça commence dans un match classique dans le ring, mais que très rapidement ils aillent dans les coulisses du Performance Center, puisqu'effectivement la stipulation le permettait, et que là on passe à un truc un peu plus cinématique, un peu plus filmé narrativement que du catch play-by-play. On a eu un peu ça, donc ça j'étais plutôt satisfait, parce que j'imaginais pas un Edge Randy Orton dans un match classique dans le ring pendant 20 minutes avec personne autour. Ça aurait été vraiment un crève-cœur absolu. Donc voilà, ils nous font une purge, ils nous font visiter tout Performance Center. Effectivement, on voit le coin cafette, on voit les chiottes, on voit le bureau de Triple H. Enfin, voilà. À un moment, c'est marrant, ils arrivent dans l'espace interview avec des lumières un peu bleues et rouges tamisées. Et il y avait un cadreur, un caméraman qui était déjà en place, qui faisait ses réglages, et puis d'un coup prend sa caméra et l'oriente sur les deux, et il en profite pour prendre des plans avant de partir. Il y a un mec qui était à une table qui se casse quand il voit que ça devient le chaos. Pour ceux qui regardent NXT, tout ça nous rappelle furieusement ce qui s'est passé il y a 3 semaines entre Ciampa et Gargano.
qui Petit ont test. brûlé un peu partout dans le Performance Center. Sauf que le problème, c'est que Ciampa et Gargano, le rythme était beaucoup plus frénétique. Là, on a subi un petit peu la stipulation last man standing avec tous ces comptes, comme tu l'as dit, d'arbitre, qui comptaient régulièrement jusqu'à 8 ou 9, qui donnait un rythme un peu chelou et qui a fait que le match s'étendait trop dans la longueur. À mon sens, il y avait bien, sur 36 minutes, un tiers du temps, donc soit un gros quart d'heure qu'on aurait pu enlever sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment le carton rouge que je mettrais à ce match-là. Hormis ça, le finish du match, à partir du moment où ils sont dans le garage et le camion, j'ai trouvé que c'était très bien exécuté. Le spear placé, puis le second spear, contré par un RKO. Orton qui avance à essayer de faire le punt kick. L'arbitre qui commence à compter après le RKO. Orton qui fait non, ça se finira pas comme ça, t'arrêtes de compter de suite. Qui va chercher les chaises. Edge qui récupère ça, qui met sa soumission d'étranglement, l'arbitre qui commence à compter, Edge qui demande à l'arbitre en l'insultant, il y a eu un bip, c'est pas un bip cette fois-ci, c'était un bon fuck qui avait été adressé par Edge à l'arbitre qui dit t'arrêtes de suite de compter, c'est pas terminé, c'est moi qui décide quand c'est terminé. Et là le jeu d'acteur d'Edge, tout dans l'émotion, tout dans le regard, qui était vraiment bien foutu, avec le concerto final. Ce finish était exactement ce qu'il fallait faire. Par contre, effectivement, encore une fois, dommage de la circonstance Corona Mania, dommage de ce quart d'heure en trop de ce match qui laisse un goût effectivement amer in fine, même si le finish, encore une fois, était pour moi satisfaisant. Même opinion chez Chris, toi tu as l'âge d'Edge et de Randy Orton combiné, c'est ça je crois. Voilà, c'est un peu à 30 secondes près je crois. Voilà, exactement. J'ai trouvé ça quand même un peu trop long. Je suis parti effectivement de la team qui pense qu'on aurait pu avoir un grand match dans des conditions classiques. Bon, voilà, de toute façon, comme l'avait dit Raphaël dès hier, il fallait faire son deuil. Donc j'ai tant bien que mal essayé de faire le mien. La stipulation last man standing en plus c'est quand même une stipulation assez compliquée puisque effectivement tu es coupé sans arrêt avec les comptes de l'arbitre. Ce qui enlève toujours du rythme au match. Donc en plus dans les circonstances dans lesquelles on était. Moi j'ai trouvé justement bien sympa le moment où le caméraman se fait mettre KO avec la caméra qui tombe et dans le couloir. Oui, c'était bien ça. Et qu'il y a un espèce de moment où en fait on a l'impression que les caméramans sont un peu perdus et que personne ne sait où il faut aller à ce moment-là parce que Orton et Edge disparaissent du champ. Et que du coup il faut retrouver le caméraman dévolu dans la pièce qu'il faut. Et j'ai trouvé que ça c'était pas mal foutu. Effectivement, un match de 20-25 minutes aurait largement suffi. Au bout d'un moment, j'ai commencé à trouver ça un peu longuet. J'ai commencé à de moins en moins être dans le match. Voilà, après avec le RAF, on avait annoncé une victoire de Edge. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Peut-être que, alors vous allez me dire, peut-être que j'ai eu un moment d'absence, mais moi j'ai regretté un truc, c'est que dans le Performance Center, c'est qu'à aucun moment il n'aille dans la salle dans la vraie salle d'entraînement avec les 4-5 rings. Ouais, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas un spot. Tu vois, ça aurait été marrant qu'il passe d'un ring à un autre en se pourchassant. Tu vois que, je sais pas, par exemple, Orton aurait été placé un RKO dans un ring, qu'il se soit sauvé, que Edge l'ait poursuivi, lui aurait posé un spear dans un autre, etc. Ouais. Je trouve que ça aurait pu donner justement un petit peu de rythme supplémentaire. En plus, on aurait pu profiter aussi de ce passage-là pour mettre quelques catcheurs à ce moment-là, tu vois, dans la salle d'entraînement. Et ça aurait pu mettre un peu de bruit, un peu de vie, un peu de... Voilà. Et en tout cas, moi, si j'avais été booker, c'est le choix que j'aurais fait pour ce last man standing. Mais ça n'a pas été décidé comme ça. Donc, malheureusement, on n'a pas eu la salle d'entraînement durant le match. Donc, écoutez, je ne peux pas dire en toute honnêteté que j'ai été super emballé par ce match. J'ai trouvé ça pas mal. Je reconnais aux deux l'intensité qu'ils y ont mise et tout l'acting de Edge dans les 5-6 dernières minutes. Et voilà, ça restera quand même comme vraiment un match qui aurait pu être quelque chose de très grand dans ce WrestleMania 36 et qui finalement ne restera que, allez, je vais utiliser le mot anecdotique. Le terme est violent peut-être. Peut-être. Ouais. Mais bon, c'est à l'image un peu de mes reviews depuis hier. Hein. Retire ça de suite, c'est trop violent. Retire ça. Je ne peux pas supporter. Fuck. Oh non, bip. Ah, trop tard. Ah, là, trop tard. Ouais. Ah, tu m'as eu de vitesse. Moi, j'ai trouvé ça très long comme vous. En fait, c'est
C'est à un moment donné, j'en avais marre qu'ils se relèvent, les mecs. Ouais. Rien que quand on était sur la table en fer là, de la réunion, je pensais que ça allait être la zone du spot final. Je croyais que ça faisait une belle zone de. Non, c'était long et un peu trop. Ouais, alors c'est niveau acting, c'est sûr qu'à la fin, on avait l'impression, je sais pas quel commentateur a dit pour la suite de leur carrière ou quoi, mais on a vraiment l'impression qu'ils se sont mis minables et qu'ils se sont pété tous les os, qu'ils n'arrivaient plus à respirer, qu'ils n'arrivaient plus à marcher, qu'ils avaient mal partout. On saura jamais ce que ça aurait donné, mais dans un vrai WrestleMania, ça aurait été très différent. On aurait passé beaucoup moins de temps évidemment en coulisses. Donc est-ce que ça aurait pas été pire finalement? Est-ce que ça aurait pas été juste sur le ring difficile à dire? Ah, ils auraient été dans le public. Un petit peu, ouais, c'est sûr. Le fait d'être dans le public, tout de suite, ça met, tu vois, je pense au Reigns versus Corbin. Ah bah oui. Tu vois, c'est quand même le fait d'aller dans le public, tout ça, ça aurait mis la folie dans le stade. T'imagines un peu le Edge Ouais, et le c'est sûr. Orton au milieu de 70 000 personnes sur un set super bien décoré avec le bateau de pirates. Tu vois, il y aurait avec le bateau de pirates des Buccaneers de Tampa Bay, il y aurait pu avoir des spots énormes à ce niveau-là, quoi. Donc je suis pas sûr. Je pense que ça aurait pu avoir de très très bons côtés ce Last Man Standing match dans un stade bondé. C'est possible. J'ai pas. Alors, tu as une meilleure mémoire du catch que moi. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu beaucoup d'événements comme ça, justement, à WrestleMania. J'ai toujours l'impression que c'était un soir un peu où on n'allait pas trop dans le public, peut-être parce que trop grande salle ou autre, mais sûrement que ça aurait. Ah si, je pense que Ça arrive. ouais, c'est arrivé. Il y a eu des Last Man Standing match à WrestleMania déjà auparavant et sûrement, oui. bon, après, si tu veux, bon, moi je suis pas un affolé de cette stipulation. Non. Mais bien utilisé, ça peut être spectaculaire, etc. Mais pour moi, il a manqué, voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, il a manqué quelques ingrédients dans ce match. Ouais. Et un timing beaucoup trop long. Ouais. Ouais, c'est du Randy Orton dans le rythme, quoi, on va dire. Ah bah ouais, là on était carrément ça. Bah, je pense que d'ailleurs ça a quasiment été étudié pour ça. Ça a été adapté au catch de Randy Orton, quoi. Et aussi au fait que Edge, ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas fait un match complet. Et je pense qu'il y avait aussi ça qui rentrait aussi en ligne de compte. Il fallait aussi que Edge puisse avoir les phases de phases de récupération prévues à cet effet. Est-ce que j'avais une question pour vous avec ce match-là, pour vous deux d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu de la sensation de cut justement dans ce match? Non, pas trop. À part une fois, mais puisque la zone de stockage, on avait une zone de stockage avec les escaliers, etc. Ça, c'est pas dans le même bâtiment que le ring du Performance Center. Le Performance Center est dans plusieurs bâtiments et cette zone-là, elle est pas dans le même bâtiment. Donc ils ont changé de bâtiment à un moment donné. D'accord. Mais on l'a pas vu du coup. Tout nous donnait l'impression que tout était dans le même bâtiment, évidemment. Mais ouais, donc il y a eu effectivement une ou deux fois où il y a eu du cut, notamment quand je crois que c'est après la phase où ils sont dans le bureau de réunion. Cette caméra la coupe et on passe à une autre caméra qui court pour les rattraper. Et là, c'est un cut. Ils ont changé de lieu à ce moment-là. Ouais, il y a eu un, deux autres trucs, ouais. C'est pas flagrant, enfin, c'est pas très important, mais je pense qu'ils se sont reposés un petit peu, ouais, entre temps. On l'aurait fait à moins quand même, ils se sont bien mis sur la gueule. Bon, un moment où il fallait beaucoup moins se reposer parce que ça allait beaucoup plus vite. Nous avons eu ensuite un court passage de Mojo Riley qui s'est fait attaquer par tous les mecs de NXT, j'ai eu l'impression, tous les gens du Performance Center. Et puis finalement, c'est l'ami de Tonton Chris, c'est Gronkowski qui réussit à devenir champion 24/7. Finalement, enfin, on en a été privé la veille et on a ce feel-good moment, n'est-ce pas, Chris, à ce moment-là? Oh putain, ouais. Gronkowski était dans la place et ça, il a réussi à choper sa ceinture. Voilà. Bah, il ouvre son palmarès, Amiral. Est-ce que tu veux en dire quelque chose aussi? Enfin, Chris, à moins que tu veuilles finir. Non, écoute, j'avais rien à dire de particulier là-dessus. Voilà, j'avais envie de te dire que c'était presque attendu. J'étais sûr que vu ce qui s'était passé la veille, on aurait à nouveau un segment à ce niveau-là. Voilà, avec le premier spot de Gronkowski à la WWE en sautant du balcon. Décidément, ils l'auront utilisé ce balcon. Et voilà. Et effectivement, il y avait que des no-name. J'ai pas réussi à reconnaître. Il y a peut-être R-Truth, mais j'ai même pas réussi à reconnaître plus ou moins les mecs qui avaient. Faut dire, ça a été très très rapide, quoi. Donc c'était difficile d'identifier les mecs qui étaient présents, quoi. Amiral, tu as des noms? Ah non, j'ai revu la séquence parce qu'en live, c'est le moment où j'étais parti me rechercher à boire.
non, j'ai revu la séquence après. J'ai reconnu personne, donc je pense vraiment que c'est des extras ou des gens d'NXT, mais du Performance Center, mais qui sont pas dans le show NXT. En tout cas, j'ai reconnu personne. Bon, allez, on passe. On va partir sur un match beaucoup plus vitaminé lui aussi que le précédent. C'est les Street Profits contre Angelo Garza et Austin Theory. Là aussi, on a quelqu'un qui a mis un joli costume. On n'en sait rien à la WWE. Elle est là pour les deux latinos. C'est les Street Profits qui mettent d'abord un petit peu. Austin Theory, il est pas latino du tout. Hein. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Ah non, pas du tout, ouais. Non, je me suis laissé remarquer par le truc. Excusez-moi, un amalgame culturel, tout ça. Bon, bref, je sais, il est quoi? Il est anglais, américain? Il est américain tout court. Ouais. Il a 22 ans, voilà, et un ancien champion de la Evolve. Voilà, bon, un petit jeune, c'est ma faute, j'ai pas. Et lui, c'est une vraie superstar, comme il le dit. The real superstar. C'est une vraie superstar. Alors on va voir s'il va réussir à être une vraie superstar dans ce Super WrestleMania. Qu'est-ce qui se passe dans ce match assez très rapide. Montez Ford survitaminé, je pense que Chris tu vas nous dire, mais je pense que tu as apprécié. Il fait un standing moonsault à un moment donné, puis un suicide dive sur Theory et sur son copain Dawkins. Bon, il faut bien ça de temps en temps, sacrifier un pote. Mais Garza lui va placer un moonsault lui aussi depuis la troisième corde sur l'extérieur du ring sur les deux Street Profits. Austin Theory réussit à soulever Dawkins et à lui faire un espèce de je sais plus trop quoi. J'ai pas noté, un espèce de voilà, il le claque sur le sol du ring, il tente le tomber, sauf que Montez Ford était sur le turnbuckle, il saute, il fait un gros splash, il brise le tombé et il tombe tellement fort qu'il va mettre KO tout le monde. Et Dawkins, plus ou moins inconscient, laisse glisser sa main sur Austin Theory et l'arbitre peut compter 3. Donc les Street Profits conservent leur titre. Ils vont pas pouvoir trop faire les malins pendant très longtemps parce que les challengers l'ont mauvaise. Et ils attaquent, ils tabassent. Pour le moment, on n'avait pas eu ça dans WrestleMania, mais voilà, on a des mauvais perdants. Garza et Theory s'en prennent aux champions. Ils vont même pousser l'humiliation jusqu'à demander à Zelina, enfin c'est Zelina elle-même qui vient mettre un gros kick à Montez Ford, mais elle est interrompue par l'arrivée surprise de Bianca Belair, de IST of NXT, une des petites prodiges du catch de la division jaune, qui débarque, voilà, qui fait ses débuts à WrestleMania, qui fait dégager Zelina Vega et tout le monde, et qui ensuite parade avec les Street Profits. Donc ouais. Là, Sachant que c'est la fiancée ou la femme, je sais plus, de Montez Ford dans la vraie vie. Ouais, elle est venue venger son mari, quoi. Voilà, elle est venue venger son mari. Je n'avais pas l'info, ben merci alors. Et donc du coup, est-ce que ça veut dire que Bianca Belair transite d'NXT à Monday Night Raw officiellement? C'est pas impossible, hein. Ah, je pense que c'est pas impossible. Ils ont fait vraiment du Royal Rumble féminin. Elle a fait beaucoup d'éliminations, donc c'est-à-dire que le public main roster est maintenant un peu coutumier d'elle, sachant qu'il avait rencontré lors des Survivor Series avant. Je pense qu'ils vont la mettre en trio, entre guillemets, avec les Street Profits. À mon avis, Bianca Belair dans le main roster, c'est plutôt une bonne idée, parce que du côté d'NXT, elle a fait déjà plein de choses. Elle n'a jamais eu de titre, mais elle a eu plusieurs fois des opportunités pour. Elle est vraiment très bonne dans le ring. Niveau promo, elle assure. Je pense que ça peut être une bonne idée que les associer aux Street Profits. À moins que ça soit elle qui ravisse dans les mois à venir la ceinture à Charlotte. Mais sinon, moi, je suis pas contre du tout le fait qu'on la voit au Bianca Belair. En tout cas, c'est la saison. Hein. Normalement, on est dans une période très particulière, mais c'est vrai que post-WrestleMania, c'est toujours un moment de faire monter des stars. Chris, qu'est-ce que t'a convaincu toujours ton petit Montez Ford? Ah ouais, Montez Ford, moi il reste pour moi il est resté au top, il y a pas de problème quoi. Je rebondis un peu sur ce que disait Amiral, effectivement sur l'éventualité d'une montée de Bianca Belair dans le main roster. Elle ne fait pas partie du ladder match pour le number one contender. Non. Donc effectivement ta théorie, c'est le cas de le dire, pourrait tenir la route. Et que ça pourrait augurer d'une montée de Bianca Belair à Raw. Oui, pourquoi pas. En tout cas, bon, moi j'étais satisfait que les Street Profits gardent leur titre, parce que bon, j'aurais trouvé ça de toute manière totalement incohérent. Déjà, bon, la présence de... Je n'ai rien contre Austin Theory, mais je vois pas ce qu'il vient foutre dans le bousin avec Garza et Zelina.
Pour moi, là, on est dans un truc latino et donc là, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont choisi de mettre Theory dans cette histoire. Oui, mais Chris, tu le sais bien, on en parle dans la baston de mercredi, tous les latinos de NXT se font enlever par le Dark Order. Oui, Il y a oui, personne. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un gros problème de kidnapping avec le Dark Order. Donc, C'est vrai ça. que c'est un peu compliqué, ça. Donc voilà, écoute, le match était rapide. Vous aviez le timing, les cocos, de ce match? Tout à fait. Ce match a duré juste 6 minutes 20. Ah ouais, c'est bien ce que Autant que Liv Morgan à Taya. D'accord, ouais. Ah ouais, ok, ouais. Ok, effectivement, ouais, c'était bien court, c'était bien ce que ça m'avait pensé. Encore un deuxième spot avec Montez-Ford dans la même semaine où il fait son moonsault par-dessus la troisième corde. Et bon, là, heureusement, il s'est pas fracassé la colonne vertébrale sur ce coup-là, mais il a quand même fracassé son poteau Dawkins, quoi. Donc, je sais pas si c'était véritablement fait exprès, ça, et encore une fois, Austin Theory, hyper limite sur la réception de Montez-Ford, quoi. La dernière fois, il a carrément oublié de le récupérer, et là, il l'a à peine pris, quoi. Alors, il a fait un peu style, j'ai un peu mal à l'épaule derrière, mais le rookie, il a pas été génial sur cette affaire-là, quoi. D'ailleurs, mes théories, je le trouve un peu green, pas quand il est en mode offense, mais quand il est en mode selling, pour l'instant, je trouve que c'est moyen ce qu'il fait, quoi. 22 ans. Hein. Il a 22 ans, 23, non, voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que je suis indulgent avec lui. Disons qu'en tant que vieil ancien, je lui conseille juste de travailler un peu son sailing et de penser d'être un peu safe avec les poteaux, quoi. Parce que là, c'est un petit peu limite ce qu'il fait à l'heure actuelle, quoi. En tout cas, heureusement, voilà, les Street Profits conservent le titre. Ça nous promet quand même pour la suite des trucs intéressants à Raw d'ici qu'ils reprennent les shows en 2024. Et ça devrait être pas trop mal pour la suite. Ouais, même opinion, l'amiral. Ouais, pareil, oui, rien de particulier. C'était quand même abscon de voir penser que deux pseudo-collabs d'NXT non officiels comme Garza et Theory gagnent les tag teams de Raw. Ouais, bah ouais. Donc du coup, voilà, c'était tout était évident dans ce match. Et effectivement, la surprise derrière, c'est cette offense de Zelina Vega sur eux, et puis peut-être du coup l'implication de Bianca Belair. Voilà, c'était ce truc un peu sympa du match. Gros kick quand même de Zelina. Ah mais elle s'est fait plaisir. Moi, Zelina, je l'ai vu à la TNA régulièrement et quoi. Super athlétique, bon voilà, elle fait partie de ces gymnastes, on va dire, au physique avantageux qui font du catch, mais ouais, elle se débrouille bien, je trouve, à l'époque. Donc je suis un peu étonné d'ailleurs qu'il la fasse pas plus catcher que ça à la WWE. Je sais pas si elle a pris sa retraite du ring et qu'elle fait seulement quelques petits spots de temps en temps par-ci par-là, ou est-ce que c'est juste qu'il veut pas l'utiliser, mais elle en avait sous la botte. On l'a vu ce soir. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que c'est elle qui joue le rôle de Edgy Lee dans Fighting with My Family, le film sur la vie de Paige, là. Tout à fait. Et on l'a vu plus catché dans le film Fighting with My Family que sur l'ensemble de sa carrière dans le main roster à la WWE. Exactement, ouais. C'est vrai. Elle aime bien. Je pense qu'en fait, elle doit préférer taper les hommes parce que souvent avec Andrade, elle a fait aussi des Huracan Rana ou des trucs comme ça. Ouais. Sympa. C'est peut-être ce qui plaît à Aleister Black, remarque. Si elle aime taper un peu les hommes, peut-être que lui, c'est son trip, et voilà. Oui. On ne juge pas, cela ne nous regarde pas. Mais voilà. Voilà, en tout cas, c'est bien dommage si Zelina Vega n'aime pas frapper les femmes, parce que on l'aurait peut-être bien aimé dans l'affrontement qui va suivre, parce que le line-up était au rendez-vous. C'est l'heure du Fatal 5-Way Elimination Match pour le titre féminin de SmackDown, baby. Est-ce que vous êtes chaud? Nous avons... Non. Pour être honnête, non. Pour être honnête, non. Alors on va essayer de se chauffer un peu. Nous avons quand même l'incroyable Bayley, la magnifique Sasha Banks, l'insurmontable Tamina, l'illuminée Naomi et la sublime Lacey Evans. Donc évidemment, il faut s'éliminer, c'est le principe. Du coup, on commence à connaître la règle. Quand on est le plus gros et le plus costaud, on se fait éliminer en premier. Tamina se fait cibler par tout le monde. D'abord, elle réussit à détruire, à mettre sur la gueule de tout le monde. Il y a un court moment où la team Bad fait une espèce de petit check avant de se mettre sur la gueule. Et puis Tamina prend une série de splats. Alors tout le monde, les 4, lui font un splatch depuis le turnbuckle. Et ils vont lui passer le pin à 4. Donc Tamina, tu dégages.
on est en 2 contre 2 et du coup on a quand même Sasha Banks et Bayley solidaires et Naomi et Lacey Evans de leur côté qui font un peu team commune. Naomi a une grosse période de domination où elle domine les deux amis là, elle leur fait des kicks, elle leur place un peu tout à Banks et à Bayley, mais elle se fait coincer dans un bank statement, donc Naomi sort aussi de l'équation. Un beau travail d'équipe, hein. Banks et Bayley, elles vont se sauver mutuellement parfois. Il ne reste plus que Lacey Evans, donc. Les deux amis, les deux copines vont essayer de la finir à deux. Il la coince dans un coin du ring. Bayley s'élance pour porter un coup de genou, mais ça bouge au dernier moment et c'est Sasha Banks, mince, nom de Dieu, enfer et damnation, qui prend le genou dans la gueule. Donc Bayley elle est désolée, elle dit ah bah mince, non zut, comment se fait-il? Et puis elle essaye d'éliminer Lacey Evans en disant c'est pas bien, tu m'as fait taper ma copine, c'est vraiment très mal. Mais Sacha elle a le temps de revenir et évidemment elle est vénère. Elle dit tu m'as tapé alors que je suis ta copine, c'est quand même vraiment très mal. Elle n'a pas le temps de voir Lacey Evans revenir qui va lui porter un woman right. Bayley sauve sa copine, la pousse pour éviter le coup, mais ça servira à rien puisque Sacha prendra quand même un woman's right dans la gueule. Et 1, 2, 3, elle est éliminée. Certains disent que Bayley n'a pas couru très vite pour sauver sa copine. Bref, ça, ce sont des histoires personnelles, je ne jugerai pas. En tout cas, Lacey Evans se retrouve à 1 contre 1 contre Bayley. Voilà, c'est le duo final de ce match à élimination. Lacey Evans a plutôt tendance à dominer au début jusqu'à ce que Bayley lui attache la main au poteau du turnbuckle. Mais bon, Lacey Evans se détache très vite. Hein. Le nœud n'était pas très bien fait, visiblement. Elle passe son moonsault, Lacey Evans, depuis le turnbuckle sur le ring. Bayley sort du compte à 2,5, un near fall. Et Sasha Banks qui est éliminée, mais qui est toujours là puisqu'il n'y a pas d'élimination. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, c'est un no rules, hein, c'est un elimination match. Donc elle peut venir, elle intervient et elle le fait. Elle tape Lacey Evans et elle permet à Bayley de placer le pin. Donc la championne reste championne. Les copines restent copines. Sasha Banks va même jusqu'à attacher la ceinture sur les hanches de Bayley. Elle s'en va, elle se retire, elle laisse Bayley fanfaronner au milieu du ring pour dire des trucs à la con du genre personne peut me toucher, même pas toi JBL. J'ai pas compris pourquoi ces petites réflexions, même pas toi Michael Cole, personne, je sais pas si on voulait la toucher, mais en tout cas, Bayley est championne, le règne interminable continue. Tonton Chris, qu'est-ce que tu penses de sa coiffure? Déjà, l'entrée de Bayley là, match, avec son combo Cléopâtre Droupy là vraiment, ça passe pas auprès de moi. Non, mais vraiment Bayley, je la trouve mais catastrophique, mais c'est vraiment terrible quoi. Hein. Donc du coup, ce match, elle m'a pas intéressé du tout. Je donnerais crédit un petit peu à Tamina pour les 2-3 premières minutes du combat parce que finalement, malgré son statut de powerhouse, c'est peut-être elle qui a essayé un peu de donner un peu de vie dans ce truc-là. Je donnerais un autre petit crédit à Lacey Evans pour sa woman's right, fort bien exécutée sur Sasha Banks. C'était beau ça. C'est pour moi d'ailleurs, c'était Ouais. le coup, voilà, le spot du combat. Voilà, donc ça fait pas BZF hein, sur un match qui a duré combien de temps, Amiral? 19 minutes et 20 secondes. Oh la vache, c'est pour ça aussi que ça m'a quasiment autant que Charles Fer et replay. Ah ouais, c'est pour ça que c'était purgesque comme ça aussi, quoi. Qu'est-ce que c'était long, c'était super long. Oh là 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 là. Après, ça compte les intros de tout le monde. Hein. Forcément, elles sont 5, ça. Ouais, bien sûr. Mais bon, voilà. Et puis évidemment, comme l'a dit Raph, pour le Powerhouse dans ce genre de match, hein, c'est rarement à son avantage. Hein, donc effectivement, elles se sont mis à 4 pour la piner, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment un match qui m'avait vraiment pas intéressé, qui avait vraiment. Et puis vraiment, je suis tellement, mais Bayley, mais je ne comprends pas. Pour moi là, elle est en train de passer, mais complètement à côté de son règne. Je crois qu'il faut qu'il la repasse en face ou alors qu'ils en refassent une underdog. Mais il faut qu'il fasse quelque chose d'autre avec elle. Vraiment, son personnage de heel est complètement à côté de la plaque. Et elle n'a rien, ses expressions de visage, son acting. Raph t'a dit très justement ce qu'elle a dit à la fin, là, mais ça n'avait aucun sens. Je veux dire, ça tombait à plat total. Cole et JBL étaient en mode what the fuck. Vraiment, pour moi, rien n'a marché dans ce match. Rien n'a marché. Amiral, qu'est-ce qui a marché?
pour toi? Bah, ce qui a marché, c'est l'intro de Naomi. C'est peut-être la meilleure entrée de ce WrestleMania. Hein. C'est Feel the Glow, tous les lasers, etc. Et son petit lasso luminescent, bah, ça faisait une intro un peu visuelle. Hein. Et c'est vrai qu'avec la disette d'entertainment et de show qu'on a eu durant ces 2 nuits, Ouais. son intro, elle, au moins, a été visuellement un peu plus impactant que le reste. En tout cas, plus impactant que le match, ça c'est sûr. Non, moi je suis déçu du finish. Ça ne fait rien avancer, à part juste cette micro-confusion entre Bayley et Sasha Banks. Comme depuis le début, sur cette storyline, on avance beaucoup trop lentement, quoi. Passer enfin à la vitesse supérieure, passer enfin à Sasha Banks qui plante un tomahawk dans le dos de Bayley et la trahisse, j'en sais rien. Mais ouais, non, après, encore une fois, peut-être qu'ils avaient prévu de le faire, mais qu'ils se sont dit, ok, on va pas le faire là devant personne et que du coup, on change les plans. Ça, on saura jamais ce qui était prévu à la base pour un WrestleMania 36 devant le public et ce qui a été changé pour un WrestleMania 36 à guichet fermé avec personne dans l'arène. Mais voilà, là, en tout cas, c'est sûr que ça ne fait avancer quasiment rien, ce match. Donc, on se tape 20 minutes d'un Fatal 5-Way pas intéressant. Rappelons-nous qu'on a failli avoir un match encore plus long avec Dana Brooke dans les pattes, hein. Donc ça va être encore plus une purge. Voilà, on se tape 20 minutes qui ne font rien bouger quasiment et qui n'était pas un match intéressant de mon point de vue. Je rejoins Chris là-dessus. Pour moi, c'était pas intéressant, quoi. C'était pas intéressant dès la base. Hein. C'était dramatique C'est ça. qu'on doive ce match à Paige qui nous avait booké l'affiche, mais j'ai pensé la même chose que toi, Amiral. Je me suis dit là, ils vont pas. Enfin, le match commençant, je me suis dit ils peuvent pas nous jouer le coup de la grosse trahison. Ça fait quand même. Ils l'ont repoussé depuis tellement d'années là. C'est tous ces moments où Bayley et Sasha Banks que là, sans public, ça peut pas arriver maintenant. Donc au final, oui. Et encore une fois, ça nous quo. donne un match qui passait en weekly. C'était une défense de titre en weekly. Oui. Comme le match des Street Profits juste avant, comme le match au titre de Ziggler, comme le Lister Black et Bobby Lashley, comme le Liv Morgan Attack. Il y en a eu 9 matchs sur la deuxième ligne WrestleMania et t'en as les 2/3, voire les 3/4, c'est des matchs de weekly. Voire les 3/3, oui. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Alors. Toi, Raphaël, au final, dis-moi un peu plus sur ce match-là, parce que quand on en avait parlé ensemble à SmackDown, t'avais donné Bayley, hein, vainqueur, hein, je crois. Hein. Oui. Parce que moi, j'avais donné Sasha. Et donc, du coup, ça t'a renforcé dans ton avis ou comment t'as vécu ce truc-là? J'avoue que je vous ai laissé à vos interventions parce que j'ai pas grand chose à rajouter de plus, mais non, c'est sûr que le contenu du match m'a pas fait rêver du tout. En fait, ouais, plus le match avançait, plus je me dis j'ai pas envie en fait dans ce contexte-là de voir une rivalité éclater entre les deux jeunes femmes. Donc finalement, j'étais très content sur la sortie de Sasha. Là, le Women's Right était beau. Bon, bah après, Lacey Evans, je la trouve qu'il se débrouille pas mal, et encore, moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, j'ai pas trop suivi les feuds de cet hiver, mais je sais que Lacey Evans contre Bayley, on l'a déjà eu beaucoup. On a d'ailleurs encore eu de grosses allusions là, c'est pour Summer, la petite fille de Lacey Evans, donc ouais, bon, je me suis dit peut-être qu'ils ont repoussé le truc, on verra plus tard, mais c'est sûr que là, c'est pas très intéressant. Rien n'a bien marché dans ce match-là. Ce soir-là. Ça fait un moment que c'est pas très passionnant la division féminine à SmackDown, c'est sûr. Ça, c'est clair. Alors, on a un petit clip qui nous annonce ou nous rappelle que le prochain WrestleMania, s'il a lieu, sera à Hollywood. Voilà, je crois que c'était déjà annoncé, non? Mais là, c'est ça. C'est toujours plus officiel. Donc, sur le principe, ça... un lieu pour envoyer du pâté. Enfin, on verra bien où on en sera dans un an, mais voilà, on aura peut-être The Rock ce coup-ci, hein, c'est très probablement. Et c'est le moment de l'affiche peut-être la plus attendue, la plus curieuse en tout cas de ce WrestleMania. John Cena, le héros de Giscal et de sa fille, qui va affronter The Fiend, Bray Wyatt, qui veut se venger de 6 ans d'humiliation après leur précédent match à WrestleMania, donc en 2014. C'est un Firefly Funhouse, et pour ceux qui avaient vu WrestleMania 36 partie 1, avec le match final de l'Undertaker contre AJ Styles, on s'attendait à beaucoup, hein. Je pense que, Amiral, toi tu disais que tu étais très curieux de voir cette affiche, de voir comment ils allaient jouer le coup. Hein. Moi j'étais persuadé que c'était le truc à voir.
Taker et AJ Styles sera celui de la Night One dont je me rappellerai des années plus tard, et c'est le seul truc que j'ai envie de regarder de toute cette carte, quoi. Donc voilà, c'était le match dans lequel il y avait toutes les raisons du monde, les opportunités de faire un truc vraiment original, un truc vraiment différent, et prendre parti de ce contexte particulier de cette contrainte du Coronamania, donner lieu à la créativité. Eh ben, c'est parti pour la créativité. Alors, honnêtement, je ne peux pas vraiment faire du play-by-play pour ce segment qui n'a pas été un match de catch, mais qui a été, on peut le dire, oui, une certaine ode à la créativité. Donc, pour expliquer quand même, John Cena arrive dans la salle, dans le Performance Center. Hein, il est pas spécialement dans la Firefly Funhouse, il est nulle part. Il arrive, il nous dit allez, c'est WrestleMania. Et au moment où il prononce ce mot WrestleMania, l'écran est piraté, ça grésille, ça brouille. Et on retrouve la Firefly Funhouse, on retrouve Bray Wyatt avec son petit pull rouge classique, les enfants qui le regardent. Et il nous dit John Cena, ce soir tu vas affronter ton pire ennemi, c'est-à-dire toi-même. Bienvenue dans la Firefly Funhouse. Et Bray Wyatt sort par la petite porte de derrière, cette porte qui fait partie du décor, dont on n'a jamais bien su sur quoi elle menait, mais sur laquelle il est collé un mot griffonné au crayon de couleur qui dit abandonnez tout espoir, abandon all hope. Et tout d'un coup, par un jeu incroyable de magie, de sorcellerie, John Cena se retrouve dans la Firefly Funhouse. Rambling Rabbit lui indique la direction, lui dit qu'il faut ouvrir la porte. John Cena se retrouve donc dans l'obscurité. Il rencontre le diable McMahon, le diable Vince qui est là pour le motiver un petit peu. Bray Wyatt est au milieu du ring, au milieu d'un ring qui est dans l'obscurité totale. Bray Wyatt imite Kurt Angle pour les débuts de John Cena, c'est-à-dire le moment où Kurt Angle faisait son Open Challenge. John Cena arrive, le John Cena d'aujourd'hui, hein, celui avec le brushing et tout, mais avec la tenue qu'il avait ce jour-là, dans ses débuts, sa journée de débutant. C'était prototype Cena, ouais. Voilà, prototype Cena. Et ça va être toute l'histoire de cet angle, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de faire des parallèles avec la carrière de John Cena, celle de Bray Wyatt et même la WWE en général, puisqu'à un moment donné, tous ces gens-là vont se transformer en Saturday Night Main Event. On imite les belles époques de Hulk Hogan et du Macho Man. Cena se met à faire des haltères pour impressionner les filles. On revoit même John Cena ensuite qui passe à sa belle époque Tuganomics. Il se met à faire du World Life, à faire du rap. Et dans son rap, il se fout un peu de la gueule de Bray Wyatt. Mais Bray Wyatt, il prend ça à cœur. Il est au bord des larmes. Il lui dit John Cena, c'est trop facile. Toi, t'es la poule aux œufs d'or. T'es intouchable, mais t'es pas un héros. T'es un bully. T'es une brute. Tu prends nos faiblesses et tu en fais des blagues. Tu te fous de nous. Donc, t'es pas quelqu'un de sympa. Bray Wyatt frappe avec une chaîne, et là on revoit maintenant le passé de Bray Wyatt, on revoit la belle époque de la Wyatt Family avec la belle chemise à fleurs, avec le bayou, la cabane, la rocking chair. Voilà, on voit Luke Harper et Eric Rowan, sa grande époque, mais qui a été la plus grande défaite de Bray Wyatt. Hein. Donc il nous dit run, et puis on nous rejoue la scène de WrestleMania d'il y a 6 ans. La scène où Bray Wyatt est à genoux et implore John Cena de le frapper avec la chaise. John essaye, mais Bray Wyatt disparaît. Alors, on se retrouve dans l'époque de la NWO. Donc ça y est, on refait encore un tour dans le passé. John Cena attrape Bray Wyatt, il le frappe, il le roue de coups. Et en fait, il se relève et puis c'est plus Bray Wyatt, c'est le cochon, c'est Askiss, le petit cochon qui est là. Sauf que derrière, il y a le Fiend. Et le Fiend, le vrai, avec son masque, le Fiend, le personnage d'horreur, il fout un mandible claw à John Cena, un Sister Abigail, Bray Wyatt, le Bray Wyatt classique de l'émission du Firefly Funhouse, avec son pull rouge, fait le tomber lui-même, 1, 2, 3. The Fiend a gagné, a priori. The Fiend est au milieu du ring, John Cena, lui, gît par terre, et puis John Cena disparaît, un cut, et puis il n'y a plus de John Cena, et puis on nous dit « Let me in », et voilà. Comment s'est déroulé ce segment que je vous invite à regarder quand même parce que ça n'y rend pas justice. Ah oui, c'était incroyable. On va commencer par Chris parce que c'est la plus grande mémoire du catch. Alors est-ce que tu as plongé dans les méandres de la WWE? Qu'est-ce que tu as pensé tout ça? Est-ce que tu avais déjà vu quelque chose de tel? Alors là, non, pour le coup, là, je reconnais complètement le côté inédit de ce à quoi on a assisté là. Et je vais
assez positif puisque j'ai trouvé le truc de la veille, le Boneyard potable mais sans plus, très très pompé, très plagié sur le Final Deletion de Matt Hardy, alors que là j'ai trouvé ça totalement inédit. Cette espèce de dommage au catch des années 80 avec le Muscleman de retour là. Il y a eu plein de petits trucs là comme ça là qui m'ont fait sourire. Où je me suis dit là ils ont bossé là. Je pense que derrière il y a beaucoup la patte de Bray Wyatt qui je pense a énormément taffé sur ce truc. Et avec un John Cena qui s'est prêté au jeu avec délectation. On sentait que lui, il était à l'aise, que ça lui plaisait d'être dans ce truc-là. Et du coup, c'est bien passé auprès de moi, quoi. C'était pas pour moi. Alors, je pense qu'il va y avoir tout un tas de débats autour de ça, mais pour moi, ce n'était absolument pas un match de catch. Même si la finalité, il y a quand même eu une finalité avec une victoire du Fiend, puisque Bray Wyatt tape pour le compte de 3 après le Mandible Claw. Mais qui est un peu plus ou moins le seul moment véritable de catch dans ce match. Mais voilà, je dois reconnaître que là, pour une fois, là voilà, la prod, tout ce que je me suis plaint hier et que je peux me plaindre quand même encore en énorme partie sur cette deuxième partie, mais là, la prod a bossé. Là, la prod a fait quelque chose. Là, la prod, je pense qu'ils se sont cassés le cul. Finalement tout ce résumé de carrière du John Cena à travers Bray Wyatt. J'ai beaucoup aimé le passage avec Bray Wyatt en retour en mode gourou de la Wyatt Family. J'ai trouvé ça vachement bien fait, ça. J'ai trouvé très bien ce que raconte d'ailleurs Bray Wyatt pendant tout ce moment-là, qu'il revient sur les 6 années, sur toute la frustration qu'il a accumulée avec ça, et que comment Cena est venu tout briser. J'ai trouvé ça vraiment bien, et vraiment voilà. Je pense que sur les deux shows là, je crois que sans aucun doute, ça sera mon moment favori de ce Corona Mania. Et l'amiral? Non mais grave, hein, c'est moi excellentissime, c'était très bien écrit. Alors de ce que j'ai lu, les gens qui sont derrière ce match, c'est bien sûr Bray Wyatt et John Cena et Bruce Pritchard qui a fait la production. Non, ce qui nous était raconté était vraiment génial. Alors après, effectivement, comme le soulève Chris, est-ce que c'est un match de catch ou pas? Autant le Boneyard match était une espèce d'épisode de fin de saison d'une série genre American Badass Undertaker. Là, c'était un match de catch réalisé par David Lynch. Moi, je suis gros fan de David Lynch, je suis gros fan de storytelling dans le catch, donc moi, j'étais vraiment aux anges. Et l'histoire qui nous était racontée était vraiment fabuleuse, parce que dans toutes ces étapes qui faisaient écho à la carte de John Cena, à chaque fois, c'était pour montrer que John Cena est un immense personnage. Donc, refaire effectivement ce passage Ruthless Aggression qui rappelle quand même l'histoire. À ce moment-là, Cena, la WWE, était en passe de se faire virer quand il était avec son gimmick prototype. Il a réussi à grab the brass ring, comme on dit, à saisir l'opportunité et s'imposer dans le ring face à Kurt Angle. Mais là, c'était pour rappeler ce moment-là, ce moment World Life où effectivement non, t'es qu'une brute, comme tu disais, tu te fous de notre gueule et pour toi tout est facile. Et derrière ce côté de avec la chaise, quand il recrée la scène de WrestleMania il y a 6 ans. Ouais. Donc rappelons-le, il y a 6 ans, John Cena hésite à utiliser la chaise, puis finalement, bien sûr, Boy Scout qu'il est, ne le fait pas. Il fait seulement un attitude adjustment, et là, il essaye de taper Wyatt sur la tête avec la chaise. Wyatt disparaît, mais quand Cena se rend compte de ce qu'il a fait, il flippe, il lâche la chaise, commence à stresser, à flipper, et juste après, on enchaîne avec la NWO. Où il rentre tel que Hollywood Hulk Hogan, et rappelons-le, Hollywood Hulk Hogan, c'était le babyface ultime, la tête de la compagnie, qui était un face toute sa carrière, qui a tourné heel. Et là, John Cena se remet dans la même dynamique que Hulk Hogan, donc ça évoque le fait, genre, ok, t'as essayé de me frapper avec une chaise, en fait, j'expose qui tu es qu'un salaud, en fait, tu es un heel au fond de toi, et on nous remet les paroles qu'a dit John Cena vendredi dernier à SmackDown.
à ce WrestleMania, je vais faire ce que je voulais faire depuis 6 ans, c'est faire disparaître la superstar la plus overrated, la plus immonde, la plus égoïste, la plus égomaniaque qui existe. Et ben en fait, c'est de lui-même qu'il parlait, quoi. Et c'est ça qu'on nous raconte en fait. Et à la fin, il disparaît. Quand le tombé est fait, John Cena s'évapore. Et ça, tout ça, c'était mais tellement bien raconté, c'était tellement bien monté, c'était quand tu regardais ça, moi j'étais vraiment genre wow. C'est un truc incroyable que j'ai regardé et je pense que je vais le regarder cette séquence-là encore plusieurs fois dans les semaines à venir parce que ne serait-ce que pour capter les différentes références qu'ils ont mises, les petits clins d'œil, etc. On a vu un montage de toutes les fois où John Cena a perdu aussi. On a même vu une image de CM Punk après le match à Money in the Bank 2011 qui est sur la barricade avec la ceinture et qui envoie un petit baiser comme ça à Vince. Tout ça était extrêmement bien monté. Après, derrière, qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que c'est la fin de John Cena ou est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il reviendra un peu homme brisé, des démons internes et émotionnels qu'il devra combattre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'était intéressant. Ça me fait poser des questions pour la suite. C'était un truc complètement original. C'était un truc vraiment qui m'a fait... j'étais captivé pendant les quasi 20 minutes. Ça a duré 13 minutes pendant le quart d'heure que ça a duré. Bravo tout le monde pour ce segment. Encore une fois, peut-être pas un match de catch, mais vu le contexte de Corona Mania, et vu les personnages impliqués, notamment The Fiend, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. C'était au-delà de mes expériences, quoi, vraiment. Ouais, c'est la bonne formule. Moi, je suis totalement conquis aussi par ce segment. Très bon choix de l'avoir mis ce soir-là. Moi, j'ai bien aimé, hein, je l'ai dit dans la review d'hier, j'avais beaucoup aimé déjà le segment de l'Undertaker, mais là, on franchit quand même une grosse étape. Alors pour moi, non, c'était pas un match de catch, mais ils ont complètement su utiliser la faiblesse de la soirée, c'est-à-dire l'absence de public, pour en faire une force. Et limite, j'ai envie de dire, s'il y a bien une chose qu'on peut qu'on peut créditer à Corona Mania et qu'on peut remercier, c'est qu'on n'aurait pas eu ça en temps normal, et on n'aurait peut-être pas eu un truc si extraordinaire. Bravo à ceux qui ont réfléchi ça, et je pense effectivement, enfin c'est une certitude que Wilhelm Rotunda, donc l'homme derrière Bray Wyatt, est quelqu'un qui a énormément de travail dans la créativité dans la création de son personnage, et bravo. Et je pense qu'il faut le revoir. Chaque seconde a une trouvaille. Enfin, Bray Wyatt va quand même à un moment donné chanter le theme song des Bella Twins pour se foutre de la gueule de John Cena. Il parle de des échecs de John Cena Aggression, et John Cena lui met un coup de poing en répétant plusieurs fois Recess Aggression, t'es un robot, et Bray Wyatt qui dit You can look but you cannot touch. Un autre échec de John Cena est très personnel. Enfin, c'était wow. Ouais. C'était fort. C'est aller chercher dans tous les dossiers là de la WWE, toutes les archives, et puis cette idée de recopier mot pour mot des moments, de se prendre pour Kurt Angle, de refaire le... Non, fantastique ce passage avec Kurt Angle, j'ai trouvé ça génial, ça. Enfin, en fait, de toute façon, je pense que j'ai trouvé l'ensemble du segment très très bon, donc de toute manière... On a... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est impressionnant, hein, parce qu'on a longtemps... On a longtemps beaucoup critiqué l'ex-personnage de Bray Wyatt, là, celui sur la chaise longue, parce qu'il tournait un peu en rond, il répétait un peu toujours la même chose. Mais depuis qu'on est dans la Firefly Funhouse, on a quand même des idées qui sortent. Et là, c'est le summum, quoi. Alors après, derrière, moi j'ai du mal. Je pense pas que ce soit la fin. John Cena reviendra faire un vrai match de 4, je pense. Je sais pas s'ils reprendront cette histoire, parce que le programme de John Cena fait qu'on le reverra peut-être que dans un an ou deux, et je suis pas sûr qu'il faille... mettre une autre chapitre à cette histoire, mais pour moi, ça serait une connerie monumentale, pas monumentale, que d'ignorer ce segment, ce match-là, et d'ignorer les conséquences que ça peut avoir. Si on revoit John Cena revenir, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, sans aucun changement, sans aucune conséquence à ce truc-là, ça serait une connerie, mais sans nom, quoi. Vraiment, là, ça serait ridicule. Vraiment ridicule. Quand t'as un truc comme ça, t'arrives à monter un truc comme ça et créer un segment qui restera, je pense, vraiment dans les mémoires, de rien en faire derrière, faire comme si ça n'avait pas existé, qui n'a aucun impact,
faudrait être débile pour le faire, vraiment, quoi. Et on sait que Vince peut être con parfois, mais là, ça serait au-delà de tout. Au-delà de tout. On verra bien. En tout cas, pour le Fiend, ça devrait au moins lui servir dans les mois à venir à la WWE. Voilà, on repart sur un truc là après cette triste époque d'Elimination Chamber. On est sur une nouvelle dynamique. Maintenant, à voir ce que le Fiend va nous donner dans des vrais matchs, parce que là, il était totalement dans son univers. On sait que in-ring, c'est pas, ça dépend. Enfin, je Et pas la très question, convaincu. la question que j'ai envie de poser rapidement, est-ce que vous voulez voir d'autres segments, d'autres Firefly Funhouse matchs comme celui-ci, mais avec donc du coup d'autres adversaires que John Cena, ou pas? C'était le coup d'un soir et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment les minimiser au maximum. C'est-à-dire, on pourrait tout à fait. Je Mais réfléchis à d'autres. est-ce que t'as envie, toi? J'ai envie, mais pas tous les 2 mois, quoi, et pas Ok. à toutes les FUD. Pourquoi Hmm. pas, mais il faudrait vraiment réfléchir. Qui donc Bray Wyatt a pu affronter, ou quelle rivalité pourrait avoir une intensité? Alors est-ce que ça pourrait être Roman Reigns? Est-ce que ça pourrait être quel catcheur pourrait se prêter à ça? Est-ce que Randy Chris. Orton? Je peux donner mon avis sur cette Bah bien sûr, justement, je veux avoir ton avis. Écoute, moi, mon avis, il serait que oui, effectivement, je voudrais revoir ce segment, mais je voudrais le revoir que dans certaines conditions. C'est-à-dire que je ne veux pas que Bray Wyatt utilise comment appeler ça? Bon, on va dire le Firefly Funhouse match Ouais. avec des catcheurs du roster, avec des current catchers. Je veux qu'il utilise ça avec des part-timers. C'est-à-dire que si, par exemple, voilà, on a un vieux qui revient, et ben voilà, il utilise ça. Si, je sais pas, je vais donner des exemples complètement cons, mais genre un Goldberg, genre un Undertaker, genre un ancien qui vient faire un petit run comme ça, je trouve super intéressant qu'il utilise ce segment. Par contre, ça me plairait pas trop qu'il utilise ça avec un Seth Rollins, un Roman Reigns, un Montez Ford ou je ne sais qui, quoi. Tu vois, ça m'intéresserait pas qu'il utilise ça avec un catcheur qui bosse tout au long de l'année. Par contre, avec un part-timer, je trouve ça super intéressant. Et qu'est-ce qu'est John Cena, si ce n'est un part-timer depuis, on va dire, 2 ans. Ouais. Donc, et puis en plus, bon, John Cena, il a un statut particulier, c'est le poster boy de la WWE. Mais ça n'empêche quand même que John, c'est un part-timer. Et puis que là, John, il est vraiment beaucoup plus proche de la fin qu'il ne l'a jamais été, peut-être. Donc, je trouve très intéressant ce concept de Firefly Funhouse match, mais pour moi, il ne faut pas qu'il l'utilise avec un catcheur qui est là à temps plein. Ouais, il faut la parcimonie, et puis il faut trouver le catcheur qui a à la fois un vécu avec Bray Wyatt, peut-être, donc il n'y en a pas forcément beaucoup. Ouais. Braun Strowman. Braun Strowman, par exemple, mais Braun Strowman. Universel. Ouais, c'est vrai. Mais Braun Strowman, il a pas assez de background à la WWE pour moi à l'heure actuelle, tu vois. Oui, mais il a quand même tout le passage Wyatt Family. Ouais. Je sais pas, ça se réfléchit. Moi, je pensais celui qui aurait pu être intéressant aussi, ça serait Randy Orton, en plus pour effacer un petit peu le House of Horror match. Orton a une carrière aussi qu'on peut tout à fait remettre en jeu. Et puis bon, Orton va bien finir par arriver en fin de carrière un jour ou l'autre. Donc, enfin bon, en tout cas, on a bien tout ce qui fait ce segment, on est d'accord. On verra un jour peut-être dans les commentaires si Giscal lui a pleuré ou a adoré, je ne sais pas. Tout est possible avec cet homme-là. Avec les fans de John Cena, il faut s'attendre à tout. Eh bien, nous arrivons au main event du deuxième soir, donc le vrai main event de WrestleMania. Ce n'est rien d'autre que le titre universel. Non, le titre mondial, pardon. Non, ouais. Oui, excusez-moi. Gros botch, excusez-moi. Voilà, allez, on l'a refait, nous aussi, on est en enregistré. Botchamania! Le titre mondial. Oui, c'est vrai. Brock Lesnar, le champion, contre Drew McIntyre, le bel homme, l'Écossais, le vainqueur du Royal Rumble. On y est enfin, on a cette affiche de prestige, de testostérone et de muscles. Malheureusement, avant même que ça commence, on peut déjà voir sur son format vidéo que ça va pas durer très longtemps. Bon, est-ce qu'on s'attendait à un long match? Je ne sais pas, mais en tout cas, Brock Lesnar apparaît presque petit face à Drew McIntyre. Hein. C'est un peu comme Goldberg contre Braun Strowman la veille. Donc, est-ce que ça sera un spoiler? En tout cas, c'est Brock Lesnar qui attaque en premier.
comme il fait souvent à son habitude, il porte son adversaire jusque dans le coin pour lui donner des coups de bélier, mais très rapidement il prend un Claymore Kick dans sa face. Heureusement pour lui, il sort à 2, il réussit à contrer, à sortir de la prise. Il évite un deuxième Claymore Kick qui était parti, il chope son adversaire par derrière, et c'est parti pour Suplex City. Voilà, Suplex Corona City. Bon, petite série ce soir, parce qu'on en aura que 3. Et puis ensuite, il se met à passer un F5. Il tente le tomber et Drew kick à 1 seulement. Incroyable, personne n'avait jamais fait ça. Deuxième F5, ce coup-ci, Drew McIntyre kick à 2. Donc en toute logique, à 3, bah, ça devrait passer. Et non, troisième F5, toujours near fall. Drew McIntyre est increvable. Mais Paul Heyman encourage, il dit vas-y, continue Brock, keep doing that, all night long, toute la nuit. Donc Lesnar, il en rigole, il dit ok, allez, toute la nuit, c'est parti. Sauf qu'il n'a pas le temps, il prend un Claymore Kick, il prend au total 3 Claymore Kicks d'affilée. Et ce coup-ci, ça passe, Drew McIntyre tente de tomber, 1, 2 et 3, la bête est à terre. Drew McIntyre, le vainqueur du Royal Rumble, va donc faire gonfler les statistiques. Quand on gagne le Rumble, on devient champion du monde dans la foulée. C'est de plus en plus probable. New WWE Champion, les 2 titres majeurs ont donc changé de main dans ce week-end-là. Fini les Goldberg et les Lesnar, on se retrouve avec Braun Strowman et Drew McIntyre. Alors si Braun Strowman n'avait pas l'air très enthousiaste, Chris, tu l'avais rappelé dans son regard, moi j'ai trouvé que l'Écossais il avait joué à fond, à moitié entre explosion de larmes, il hurle sa joie, il monte sur le turnbuckle, il est content, il parle à la caméra, c'est la première fois je crois de tout le week-end qu'un catcheur qui gagne, ça c'est quand même un peu dommage, regarde la caméra et dit c'est pour vous, tout le monde est avec moi, ou je sais plus trop, il a dit quelque chose dans ce genre-là, bref, et ben voilà, donc on est triste parce qu'il n'y a pas 80 000 personnes, et il n'y a pas les feux d'artifice, et il n'y a pas l'explosion filmée depuis l'hélicoptère comme d'habitude là. Mais je me disais quand même, putain, le jour où on va revenir dans les stades et le jour où on va revenir à un vrai Monday Night Raw, je pense qu'il faut faire un segment d'entrée sur Drew McIntyre qui arrive, non, avec la grosse pop et la ceinture. Qu'est-ce que t'en penses, l'amiral ? Ouais, bah écoute, ils sont la trajectoire logique. Amiral, là, j'ai rien entendu de ce que tu as dit. Ouais, j'ai eu un. Ouais. Moi aussi. Je disais, bah ils ont continué ce qui était logique. Hein. C'était ce qui était qu'il fallait faire. Comme tu le soulignes bien, j'étais content de voir qu'il s'adresse à la caméra et qu'il a l'air vraiment ému et content de gagner cette ceinture. Vraiment, il a fait comme s'il y avait 80 000 personnes autour de lui. Ça, c'était cool. Là où Braun Strowman avait l'air de s'en foutre royalement. Donc voilà, c'est mérité. Le match était court, on savait que ça allait être court. Il était quand même 2 fois plus long que le Goldberg Strowman. Hein. Ça a duré 4 minutes 35 cette histoire. Voilà, on nous présente comme étant un monstre. Il a résisté à tous ces suplexes et tous ces F5. Ça marche, voilà. C'est maintenant faut qu'il garde. Moi, le truc dont j'ai peur, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'on va avoir du catch dans des conditions normales. Et il faut que ce thunder, que toute cette électricité, toute cette énergie, toute cette hype suite à cette prise de titre, perdure le temps qu'on retourne à la normale et que son règne soit significatif et intéressant. Et ça va être un gros challenge. Voilà. En tout cas, mérité pour l'Écossais. Mérité, Chris. Hein. Ouais, he deserves it. Il n'y a pas de problème, quoi. Moi, je vais pas jouer l'ultimate opportuniste. Je vais pas retourner ma veste. Grande tristesse, d'une grande mélancolie pendant ces quelques minutes de match. J'étais vraiment déçu pour Drew. Ça peut paraître bizarre, il a gagné, mais j'étais quand même malgré tout déçu. Pour moi, c'était son année. Voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit 1000 fois, mais voilà, il a gagné, donc je suis satisfait de sa victoire. Attention, entendons-nous bien. Je suis totalement satisfait qu'il mette la ceinture autour de ses hanches. Je considère que c'est largement mérité, que c'est l'un des plus beaux vainqueurs du Royal Rumble depuis des années. Il a gagné dans un combat très rapide, mais ça c'était attendu, de toute façon. Oui. On savait très bien qu'on n'allait pas avoir 15 minutes de catch avec Brock. Je reviens sur ce qu'a dit Raphaël sur le début du match et effectivement sur cette confrontation un peu en mode heavyweight match de boxe et vraiment où là ça a donné toute l'ampleur du physique de Drew.
où vraiment là, on se dit ah ouais, Drew, face à Brock Lesnar, ça tient la route, grave. Et voilà, et les morts ont été de la partie. Brock m'a paru bien dans un bon jour, c'est-à-dire quand il est avec un mec avec qui il aime travailler, puisque Brock, on connaît un peu à quel point il peut être totalement détestable quand il bosse avec quelqu'un avec qui il n'a pas envie d'être. Et là, ça n'avait pas du tout l'air d'être le cas. Il avait l'air d'être satisfait de travailler avec Drew McIntyre. Donc ça, c'était une bonne chose pour l'ambiance générale du combat. J'ai été un petit peu déçu par Paul Heyman, moi, pendant le combat. Je m'attendais à beaucoup plus d'interaction de sa part. Je pensais qu'il allait justement profiter du fait d'être seul pour pouvoir passer de la punchline à gogo et voire même peut-être un peu interférer. Finalement, chose qu'il n'aura pas fait. Et il aura finalement que peu parlé pendant le combat. Et ça m'a un petit peu déçu. Je m'attendais à plus d'interaction avec lui. Voilà. Après, pour finir, juste la fin, justement. Voilà. Malgré tout, quand Drew il prend la ceinture, oui, on sent qu'il est heureux. Oui, il est champion du monde, heavyweight of the world. Oui, ça y est, il a son même momentum, mais quand même, j'ai senti en lui, et puis après, quand il m'a téléphoné ce matin, il m'a confirmé. Voilà, il avait quand même en lui, comme moi, il avait son petit cœur un peu brisé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'il attendait, c'est pas ce que nous, les fans, on attendait. Et Corona Mania oblige, on a dû subir ce truc. Et je pense que ça restera quand même comme une grande blessure de sa part. Donc moi, ce que j'espère pour la suite, c'est qu'il va y avoir un rematch. Et j'espère que ça se passera dans des conditions avec un public, quel qu'il soit, quelle que soit la salle. Et que Drew pourra célébrer. J'ai pas envie d'un truc avec Drew qui célèbre tout seul dans le ring et avec le public qui nous chante le You Deserve It. J'ai envie d'un truc avec un combat, avec un Brock Lesnar pas content qui veut récupérer sa ceinture et avec un vrai final, avec un vrai public on fire pour le McIntyre. Et je fais des rimes. Bien joué, jolie rime. Ouais, c'est tout, tu décris tout ça, hein, comme disent les Anglais, mixed reaction. Moi, je suis comme vous et comme toi, Chris, c'est-à-dire que ce qu'on peut en tout cas souligner, c'est que, on va dire, pour les matchs majeurs, ils ont visiblement pas changé les affiches, les résultats. Je veux dire, ils auraient pu. On y a cru quand Reigns a déclaré forfait. On a pensé que Goldberg allait peut-être piger un peu plus longtemps. Peut-être que pareil, le momentum de Drew McIntyre, ils auraient pu le repousser à plus tard. Non, ils ont tout conservé. Donc on a eu les changements de titre. Évidemment, quand on voit Drew McIntyre célébrer tout seul, alors que le mec, pour le coup, c'est quand même un des gars qu'on a vu depuis tellement longtemps. Enfin, on a vu ses débuts dans une mid-card moyenne. On l'a vu débuter avec Vince McMahon qui lui serre la main. Il y a quand même 10 ans de ça, même plus de 10 ans maintenant. On l'a vu partir de la WWE, on l'a su, on l'a connu faire ses classes ailleurs, repasser par l'étape NXT. C'est peut-être une des plus belles histoires, des carrières qui rebondissent de ces dernières années, d'un mec qui avait tout le potentiel et qui allait se forger. Donc, qui s'est craché, qui s'est retrouvé avec les 3MB, qui est parti à la TNA, qui a été champion du monde TNA, qui a bossé comme un dingo, qui a accepté suite à une discussion avec Triple H de repartir de la base en allant à NXT, qui a gagné le titre NXT, qui derrière est remonté dans le main roster, a pris la ceinture par équipe avec Ziggler, a végété un petit peu. Et puis finalement, qui a à la force du poignet, qui a grimpé, et puis qu'on est là maintenant. C'est tout le problème de ce Corona Mania exceptionnel. C'est-à-dire que, si tu veux, dans des circonstances normales, à la fin du match, face à Brock Lesnar, mais moi, j'aurais été debout en train de hurler, quoi. J'aurais tout fracassé autour de moi de joie, quoi. Et là, je suis resté un peu, mi-frustré. Franchement, ce que j'ai vécu aujourd'hui, puisque j'ai regardé aujourd'hui le show, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne l'avais jamais vécu de toute ma vieille carrière de suiveur de catch, quoi. Et ça a été un sentiment vraiment bizarre, vraiment ambivalent. Et allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Et du coup, vraiment un vrai, c'est étrange. J'arrive pas, tu vois, à être dans la joie complète. Non, je te comprends bien. Enfin, je pense qu'on est nombreux à avoir cette petite réserve. Déjà,
Moi, alors je me trompe peut-être, mais je pense que dans un vrai stade, on aurait eu peut-être un effort d'un match plus long, hein, parce que Lesnar fait pas des matchs très longs, mais bon, on l'a vu au Survivor Series contre Rey Mysterio, il aurait pu nous faire 10 minutes, quoi. Donc je pense déjà que on a eu un match largement raccourci. De manière générale, il y a ça qui est un peu décevant, et vous l'avez beaucoup souligné hier sur les décors aussi. Ah On a ouais. vraiment l'impression qu'ils se sont dit bon, on fait les matchs, on fait les affiches parce que voilà, il faut. On invente des trucs là, voilà, de stipus sympas en mode à l'extérieur. Mais sinon, c'était tout le paradoxe de la situation. Ils ont beau nous dire on fait comme si c'est le monde du rêve, c'est le monde du catch, on oublie l'extérieur. Ils ont quand même, ça se voit que Vince a dit on va pas se faire chier à trop dépenser parce qu'il y a personne quoi. Et donc les entrées ont été pas, enfin il y a aucune entrée marquante quoi. Il y a pas de Non. personne n'est arrivé customisé à part l'Undertaker sur sa moto, mais il y a pas d'entrée marquante, il y a pas de décor, il y a même pas de truc de avec les commentateurs, il y a pas vraiment de ouais, ils ont fait, ils ont fait sauf sur le budget. Voilà, c'est pas, on va dire que c'est WrestleMania, mais on va la jouer. Donc forcément que ça nous fait des émotions très partagées sur le show. Alors moi j'ai quand même une question, on va oublier un peu tout ça, on va rester purement sur l'aspect sportif. Yes. Alors Brock Lesnar, boss de fin, Minotaur, mercenaire, destructeur. En un an et demi, il a quand même perdu de manière assez clean et sans discussion possible contre Reigns, Rollins et là McIntyre. Est-ce qu'il perd un peu son aura s'il veut revenir dans un titre majeur, ou qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre de Lesnar maintenant après ça? Est-ce qu'il a pas un peu trop perdu? Est-ce qu'il redevient pas un peu normal là, l'amiral? Je sais pas. Non, 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 non. Il a perdu. D'ailleurs, trois personnes qui m'ont touché une ou plusieurs fois le titre ultime à la WWE. Non, ça je trouve c'est intéressant qu'il devienne, enfin que Brock Lesnar soit quelqu'un qui peut perdre contre les top cardeurs de la fédération. Hein, si jamais il était invulnérable et invincible, ben du coup, ça serait pas intéressant. Donc qu'il ait des failles, qu'il ait des faiblesses, qu'il puisse être surclassé dans un match clean, je trouve ça bien, quoi. Au contraire, ça rend, je trouve, le mec plus intéressant. Il reste quand même un mec ultra fort et dans les plus redoutables, qui est fait parlant sans aucun problème. Et c'est pas le fait d'avoir perdu contre ces trois bonhommes-là qui va égratigner son aura de dangerosité. En tout cas, pas pour moi. Après, quoi en faire maintenant? Je pense que Lesnar, son vrai intérêt, c'est de continuer à créer des vrais superstars, à mettre over toute cette génération-là, des McIntyre, des Rollins, des Reigns, de façon crédible et d'installer des vrais méga superstars, chose que la WWE manque cruellement. Donc là, c'est son taf, hein. Ouais. C'est son taf à Lesnar. Ouais, je suis complètement d'accord avec cette analyse de l'amiral là. Très juste en plus que Lesnar commence à plus être tout jeune. Il arrive à un âge où effectivement, il doit aussi servir à mettre over, comme tu l'as dit, les top cardeurs qui bossent à temps plein, à la différence de lui quand même. Hein. Ouais. Et il garde. C'est pas parce qu'il a perdu face à McIntyre, face à Reigns ou je ne sais qui perd pour autant son aura. Faut pas oublier que Lesnar, il a 42 ans, quoi. Et avec le physique qu'il a, etc., c'est pas comme si c'était un cruiserweight ou quelque chose comme ça. C'est un mec en plus qui a fait du MMA, donc c'est un mec qui est quand même largement abîmé par toute sa carrière, voilà, de la NCAA jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'il a le corps quand même qui est bien abîmé. Donc qu'il serve à mettre over les autres, c'est parfait. Parce que je crois que de toute façon, auprès de tous les suiveurs de catch, il restera comme le boss ultime, comme le boss final. Je pense qu'il restera comme le monstre. Quand il arrêtera sa carrière définitivement, Brock, je pense que la WWE mettra des années et des années avant de retrouver un type de cette envergure-là. Moi, je suis pas du tout un hater de Brock Lesnar. Je lui en veux sur beaucoup de choses. Je lui en veux sur son côté part-timer, sur son côté je m'en foutis, sur son côté je choisis mes adversaires. Et quand on m'en impose un avec qui j'aime pas bosser, bah je fais tout pour que ça soit de la merde. Remember Dean Ambrose. Mais je considère que ce type a en plus une qualité incroyable avec toute cette aura qu'il a, c'est que c'est un très bon seller.
et que comment il a vendu encore hier soir le Claymore. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça et il est capable de sceller, il est même capable de rappeler les b.a.-ba du business, puisque dans un des weekly de Raw il y a quelques semaines, il avait même glissé discrètement à Drew McIntyre, grab the title, parce qu'il avait le McIntyre, il avait oublié de choper la ceinture après avoir agressé le Brock. Je veux dire, ça c'est un signe vraiment du mec qui est pro et qui garde toute cette puissance, voilà. Mais combien de temps va durer encore sa carrière au Brock? Et est-ce qu'il a vraiment envie de continuer tant que ça aussi? Est-ce que son envie aussi est toujours présente? Ça, c'est quand même une question que je me pose. Mais en tout cas, ça fait longtemps maintenant qu'il est dans ce deuxième run là, qu'il est revenu, quand il était revenu affronter John Cena, ça doit faire c'est 2012 ça 2013? 2012, ouais. 2012, donc ça fait Avec Extreme 8, Rules. ça fait 8 ans et on en a entendu des fois où on disait ouais c'est son dernier match, où il est en fin de contrat, il renouvelle plus. Il a toujours re-signé. Il était jeune en 2012 encore, quand même. Ouais. Moi je vous avoue, ouais, alors c'est peut-être, je suis peut-être un peu trop attentif à tout ça. Je trouve qu'effectivement il faudrait qu'il glisse au niveau gimmick un peu plus là, vers ça, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le mec qui vieillit et qui refuse un peu de vieillir mais qui laisse apparaître des faiblesses. Donc il faudrait peut-être creuser là-dessus. Voilà, le vétéran qui veut pas raccrocher et qui va peut-être aller vers de plus en plus de défaites. Parce que c'est une bête, c'est un monstre, c'est sûr, mais c'est vrai que je trouve que plus ça avance ces dernières années, enfin depuis 8 ans que je l'ai vu revenir, il a dû faire, je sais pas, 5-6 ans où il était vraiment intouchable et quand il perdait, c'était vraiment qu'il se passait un truc de ouf. Mais là, comme il est part-timer, ben là par exemple, je pense que son règne, il l'a commencé en battant Kofi Kingston. Après, il a battu, donc il a pris le titre, il a défendu contre Rey Mysterio. Et il a perdu là, quoi. Non, il a défendu aussi contre Baylor, contre Ricochet. Ah, ça c'était avant. Ah oui, Ricochet, oui, c'est vrai. Ouais. Baylor c'était avant. Baylor C'était avant Baylor. Ok. Baylor c'était l'an dernier, c'était avant Ok. Seth Rollins. Bah, je veux dire, voilà, bon, c'est un peu un détail, mais comme il apparaît pas souvent, son ratio victoire-défaite commence à. Seth Rollins a gagné aussi impliqué que. Ouais. Voilà, c'était pas un clean comme là où il y a vraiment rien qui a été fait en dehors des règles. Hein. Ouais. Non. Faut rappeler ça. Donc du coup, il a perdu clean 100% que contre McIntyre et Roman Reigns, qui sont deux mecs ultra baraques, ultra musculeurs, top card. Enfin voilà, je trouve c'est propre quoi. Et ben en tout cas on finit là-dessus, c'est WrestleMania en 2 parties du coronavirus, sans public, sans rien, mais nous étions là, toujours au rendez-vous. Ben voilà, c'est l'heure du mot de la fin. Chris, tu étais au fond du seau hier, vraiment Ouais, c'est vrai. très très difficile pour toi. Là, c'est l'avantage d'avoir 2 soirs, tu as eu le temps de te faire à l'idée. Qu'est-ce que tu donnes en top, en flop et en note pour ce WrestleMania? Alors on peut donner, si vous voulez, on peut faire une top note flop pour cette partie 2 et puis sur le global aussi. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Je vais te donner, Ouais. je vais te donner mon top de la partie 2 et puis je vais ça fera ma note au global. De toute façon, je rappelle pour notre peuple de catch-up que hier j'ai mis 0,5 à la partie 1. Écoute, je vais pas faire comme hier, c'est-à-dire qu'hier j'ai donné un espèce de top flop général. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu plutôt vraiment sur le show en lui-même. Je vais donner mon top au Firefly Funhouse match, même si mon cœur aurait aimé le donner à Drew. Clairement, qu'il n'y ait pas de lézard. Clairement, mon cœur était avec Drew hier soir. Mais sur l'ensemble de la partie 2, je donne mon top au Firefly Funhouse. Voilà, j'ai été agréablement surpris d'avoir droit à un vrai truc créatif. Et je trouve que ça a fait du bien. Ça a été ma respiration dans ce Corona Mania. Beaucoup plus que le Boneyard match, quoi, qui moi m'a beaucoup moins intéressé, quoi. Donc sans problème, je le donne au Firefly Funhouse match, mais je n'oublie pas ma petite mention à mon bel homme. Mon flop, il y a encore une fois, il y a eu beaucoup de trucs pourris. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de trucs pourris dans cette partie 2, quoi. Mais je vais aller
que de toute façon, il faut bien décider, il faut bien trancher dans l'art. Je vais le donner au Fatal 5-Way des femmes, parce que j'ai vraiment trouvé minable. Et puis parce que vraiment, il y a une championne sans aucun relief, que vraiment SmackDown n'est vraiment pas gâté avec la division féminine, et que j'espère qu'il va y avoir un espèce de revival à ce niveau-là, et qu'ils vont se dire, bon allez, là, non, il faut qu'on arrête de déconner vraiment avec les filles dans le show bleu, parce que là, on est en total naufrage, quoi. Donc voilà. Et ma note, ça va être un petit chouille, mais vraiment un petit chouille mieux. Je vais donner un. Oh, je vais donner un 1 et demi. Alors je vais donner 0,5 points pour le Firefly Funhouse, 0,5 points pour de Drew et 0,5 points pour pour le Last Man Standing, parce que bon, Edge est quand même de retour et ça fait quand même plaisir. Donc je vais leur donner un 1,5, ce qui fait que ça donne, et je suis presque étonné, ça donne un 2 sur l'ensemble du Corona Mania. Et finalement, je regrette presque de ne pas avoir mis 0 hier. Mais bon, voilà, ça va donner un. Voilà, pour ma note finale, ça donnera un 2. Ouais, mais 2 sur 10 du coup. 2 sur 10 du coup, oui. 2 sur 10. Et l'amiral? Alors mon top, pareil que celui de Chris, hein, le segment ouf et dingo que j'ai adoré, que j'ai kiffé. Mon flop, ça sera à la longueur du marathon. Hein, on en a déjà parlé. Petite information intéressante, c'est le second match le plus long de toute l'histoire de WrestleMania. Ah ouais, le premier qui était? Le premier, c'était WrestleMania 12 en 96. C'était Shawn Michaels versus Bret Hart pour le titre WWE. Ah bah oui. Voilà. Donc, Orton et Edge, c'était le second plus long de l'histoire. Franchement, voilà, encore une fois, il fallait enlever un quart d'heure dans la vie. C'était vraiment dommage. Ma note pour cette Night 2 de WrestleMania, hier, j'avais donné 2 à la part 1. Cette Night 2, je vais être un peu plus dur. Je vais mettre un 1,5. Ah ouais, je suis étonné là. Ouais, j'ai préféré globalement, c'est l'équilibre de la carte de cette deuxième nuit qui me dérange. On a attaqué très fort avec le Charlotte contre Rhea Ripley, puis après ça a été vraiment des limbes jusqu'à ce Last Man Standing qui était trop long, donc du coup ça n'a pas marché et ça n'a repris qu'avec le Bray Wyatt. Donc vraiment, je trouve qu'il y a eu un ventre mou absolu sur cette deuxième nuit. Surtout le show était plus long. Hein. Hier, ça finit à 4h. Enfin, le premier nuit, ça finit à 4h. Seconde nuit, ça finit vers 4h20, 4h30. Donc, c'était plus long de 20 minutes, une demi-heure. Du coup, ça a rendu le truc trop indigeste. Je trouvais qu'il y avait un peu plus d'équilibre dans l'alternance des matchs. Donc, au final, pour moi, ça fait un 3,5 sur 10 pour ce Mania. Moi, je vais finir par être le gentil de l'histoire, alors, dans tout ça. Mais je rejoins l'amiral sur le fait que j'ai trouvé cette deuxième soirée plus longue et moins qualitative dans le ring. Je vais donner mon top au Firefly Funhouse comme tout le monde, là, il n'y a aucune contestation là-dessus. Le flop, pour qu'on distribue un peu, moi ça va être à Otis contre Dolph Ziggler, c'était un peu pourri. Et moi j'avais mis 3 hier, là je vais mettre que 2. Je vais mettre 2, ce qui est déjà mieux que vos notes, mais c'est vrai qu'il y a eu moins de moments sympas en fait, j'ai eu vraiment un peu de mal avec le Last Man Standing. Hier, il y avait eu le Rollins et Owens. J'aimais bien aussi le bordel autour du truc intercontinental, etc. Là, pendant tout le show, en gros, jusqu'au Firefly Funhouse, ça m'a pas. Que ce soit Bobby Lashley, Otis ou les Street Profits, bon, et puis les trucs féminins évidemment horribles. Donc, non, pas terrible. Moi, ça donne une note de 5 sur 10. Donc, ça veut dire que je sauve la moyenne en disant que bon, les circonstances étaient difficile et on va souligner le travail comme tu l'as fait hier Chris des catcheurs. En même temps je suis sûrement plus indulgent parce que c'est sûr que s'il y avait eu certaines performances qu'on a vues ce soir entre les cordes dans un vrai WrestleMania de 80 000 personnes, c'est sûr que ça m'aurait pas plu d'avoir ça. Donc j'ose espérer qu'ils avaient prévu de faire plus fort et que là ils se sont dit on en garde sous le coude, on va pas se blesser alors qu'il y a personne dans le ring, dans l'arène. Bon on en a fini, voilà. WrestleMania qui n'en était pas un, hein. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Enfin, on va pas le garder dans l'histoire en tête. Enfin, ça va rester dans l'histoire évidemment, mais voilà, il y a eu trop de situations compliquées autour de tout ça. On va voir ce que la WWE peut en ressortir.
On part vers un shutdown. Alors Chris, tu disais il y a un Raw qui a été enregistré, c'est sûr. Apparemment, l'Euro aurait été enregistré, ouais. L'Euro post-WrestleMania aurait été enregistré. Ce qui est pour l'instant, il n'y a pas d'infos pour le SmackDown, mais en tout cas, le Raw, lui, aurait été enregistré. En tous les cas, WWE a un site, effectivement, qui aurait un Raw ce soir. Segment listé, donc ils font comme d'hab. Hein. On aura bien un Raw demain. Ok, eh ben on sera là. On va essayer d'être là pour le Raw du lendemain. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire là? Ça va être une grosse surprise. Hein. C'est un moment très très attendu traditionnellement où justement il y a les montées d'NXT qui arrivent, où il y a des feuds qui se lancent. Bon, ça sera mystérieux. C'est normalement le lancement de la nouvelle saison demain, donc. On va jeter un œil, on va faire une analyse, mais on vous promet rien sur la qualité de ce show. En tout cas, on espère que vous avez apprécié nos analyses. En tout cas, je ne sais pas si vous avez apprécié le show, mais dites-nous dans les commentaires. Mais j'espère que vous avez apprécié nos analyses. On a été là sur le pont. Merci à vous les copains d'avoir été présents. L'amiral qui a fait quand même 2 soirs de live events et puis qui est là le lendemain à chaque fois. Tu vas pouvoir aller faire la sieste, hein, je pense, l'amiral. Carrément, et encore merci à tous ceux qui étaient là sur le bar, notre serveur. Regardez, bien plus cool avec vous, de mon point de vue. J'ai bien kiffé. Tu peux les Bisous à tout le monde. Tu peux nous les citer à l'antenne, là? Qui c'est qui était là Alors, il y avait Ringside et Kyrias, donc de la team Catch-Up. On avait aussi Tolol qui était là les 2 soirs. On avait Xeltexen et Johanna aussi qui étaient là les 2 soirs. Et puis, il y a quelques autres personnes qui étaient passées par-ci par-là. Mais ces 3-là, piliers de comptoir qui nous ont accompagnés, c'était bien cool. Bravo à vous. Bravo, merci encore. Voilà, et merci à toi Chris aussi depuis ton EHPAD. Alors évidemment, dans l'EHPAD on se couche tôt et on se lève tôt, donc tu les as regardés au lever du soleil, mais malgré ton désarroi qui était un peu annoncé depuis des semaines, tu as tenu à nous en parler, donc merci beaucoup pour ta présence, ce fut un plaisir. Merci à toi, cher host Raphaël Yes, c'était un plaisir quand même de toute façon d'être avec vous, parce que même si c'était un Corona Mania et que c'était pas au niveau, nous à Catch-Up on est au niveau. Ah ouais, nous, qu'il y ait du public ou pas, ça change rien, on est toujours là. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Voilà, on en a fini avec ce week-end d'analyse les plus bizarres de tous les temps. Merci d'avoir écouté ça. Vous avez dû nous écouter et vous nous écoutez encore sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify. On a une version YouTube. Donc n'hésitez pas, puisque vous avez du temps devant vous, il y a les vieilles analyses, pas si vieilles, mais bon, il y a les bastons du mercredi avec nos 2 protagonistes, l'amiral et tonton Chris. Oh yeah! Yay! Il y a tonton Chris qui n'arrête plus, qui est devenu une vraie star du podcast. Il interviewe des gens du monde entier, essentiellement dans la planète Catch. Des légendes du business! Des légendes du business, c'est le You Talk Too Much. Nous avons 4 épisodes de sortie, mais il y en a 2 qui sont dans les cartons, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Donc la semaine prochaine, restez à l'écoute. Après Cody, après Story, après tous ces gens, on va continuer à avoir du bon gros monde. Donc restez connectés, abonnez-vous, mettez-vous les pouces, les cœurs, les +1, tout ce qu'il faut sur ces divers réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook aussi, Catch-Up CDC. Donc on continue l'aventure, on va voir vers où on navigue avec la WWE, mais on continue. Donc merci à tous de votre écoute, bonne semaine, pleine de catch ou non, ça on verra bien, mais en tout cas une bonne semaine à toutes et à tous, et à très bientôt sur Catch-Up. Ciao les amis. Salut. Salut amiral. Salut Raphaël. Salut peuple de Catch-Up. Charlotte, leave the ropes. Leave the ropes.